Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors, c'est la première fois que j'en fais un sur YouTube en non répertorié. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien et que vous voyez correctement mon écran, qu'il n'y a pas de coupure d'Internet ou autre? Alors ça, c'est un petit peu le problème, hein, comme toujours avec les lives YouTube, c'est qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. Donc, je suis obligé d'attendre à chaque fois. Donc, super, vous m'entendez bien. On va pouvoir commencer. Alors, au programme aujourd'hui, je vais vous présenter la V2 du copy trading. Alors, j'avais déjà fait un live il y a environ 1 ou 2 semaines pour les membres VIP et Platinum sur Discord. Aujourd'hui, je vais refaire le même live, mais ouvert à tous, avec probablement d'autres personnes, d'autres questions que vous allez avoir. Donc, pour ceux qui ont déjà vu ce live il y a 2 semaines, bon, je vais répéter plus ou moins la même chose. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de nouveautés par rapport à ce que j'ai pu dire. Mais pour les autres, eh bien, ça va me permettre de vous présenter la nouvelle version qui sera mise en production très bientôt en fonction de la formule que vous avez. Alors aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter cette V2. Donc, je vais uniquement répondre aux questions de la V2. Si vous avez d'autres questions sur les prix, etc., les projets, eh bien ça, on y répondra dans un autre live. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour répondre à ça et pour que ceux qui puissent regarder le replay, eh bien, ils n'aient pas un live qui dure 5 heures. Donc, vous l'avez déjà normalement à votre disposition. On a écrit une documentation par rapport au copy trading. Donc, comment configurer tout ça? Je vous avais partagé le lien via les notifications, via également un email il y a maintenant déjà plusieurs semaines. Donc, aujourd'hui, on va passer en revue rapidement ça. Ensuite, je vais vous présenter ce que vous pouvez en attendre de la V2 qui arrive, quels sont les changements par rapport à la V1. Et également, la roadmap, ce qu'on a prévu de faire pour ces prochains mois. Et vous allez voir que, mine de rien, c'est assez chargé. Alors, au niveau de la documentation, je vais passer en revue rapidement tout ça. Pourquoi? Parce que je sais également que parmi vous, il y en a qui sont débutants, il y en a qui sont là depuis plusieurs années. Donc forcément, vous n'avez pas le même niveau de connaissance. Pour les nouveaux, je vais quand même prendre un petit peu le temps de passer en revue tout ça. Donc ici, vous le savez, vous pouvez configurer pour que ça trade automatiquement à votre place. Hein. C'est le but de ce qu'on propose, le trading automatique, c'est que ça trade automatiquement à votre place. Vous connectez via clé API et automatiquement, les achats et les ventes sont faits. Ici, vous avez tout un tas de pages, hein, donc comment connecter sur FTX, comment connecter sur Binance. Je vous laisse lire ça attentivement. Je sais que certains se précipitent, connectent directement à leur compte, mais vraiment, je vous recommande à aller prendre le temps de lire toutes ces pages-là. C'est assez rapide, hein, ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais souvent, on reçoit des questions auxquelles on a déjà répondu et parfois également, vous allez avoir tout un tas de conseils qu'on vous donne sur ces pages-là. Donc, je vous recommande vraiment de les lire pour que vous n'ayez aucune surprise lorsque vous allez connecter votre compte. Ce que je vous recommande également, c'est de vous connecter à FTX plutôt que Binance parce que FTX présente beaucoup plus d'avantages que Binance. Déjà, les sous-comptes. L'avantage avec FTX, c'est que vous allez pouvoir splitter votre compte les fonds que vous allez nous confier dans un sous-compte particulier. Comme ça, nous, on a accès uniquement à ça. On achète, on vend uniquement ce qui se trouve sur ce sous-compte-là, contrairement à Binance où vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, c'est déjà un gros avantage pour FTX. Les frais également sur FTX sont moins élevés que sur Binance si vous stakez des FTT et si vous avez un certain volume. Enfin, voilà. En moyenne, après ça dépend, vous avez toujours des paliers à franchir, des différents cas de figure, mais on va dire que dans l'ensemble, les frais sur FTX sont moins chers. Également, autre chose, lorsqu'on revend les crypto-monnaies, eh bien, souvent, il reste des poussières de crypto. Avec FTX, eh bien, on va développer, on est en train justement de le faire actuellement, de le tester, pour que ces poussières de crypto n'existent plus. Souvent, il vous reste 1, 2, 3 dollars, et dès qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont tradées, vous vous retrouvez avec un portefeuille avec 10 cryptos, mais bon, la plupart, c'est uniquement du 1, 2, 3 dollars, c'est des poussières de crypto. Donc, nous, avec FTX, on va pouvoir automatiquement convertir ça en stablecoin, ce qui n'est pas le cas avec Binance. Donc voilà, raison de plus pour aller sur FTX. Enfin, vous avez beaucoup d'avantages, je ne vais pas tous les passer en revue, mais je vous recommande vraiment d'aller sur FTX et non pas Binance. Maintenant, si vous ne voulez pas changer de plateforme ou quoi que ce soit, Binance fonctionne aussi. Une fois que c'est fait, je vous rappelle également que vous avez accès à une application bureau.
et enfin une application PC, une application web de CryptoTrader et pas uniquement la version mobile. La version mobile, c'est bien, c'est pratique, mais la version web, ça l'est encore plus. Donc pour y accéder, c'est simple. Vous cliquez ici sur cryptotrader.app, hop, je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle page. Alors là, je vais la refermer, mais ça m'ouvre une nouvelle page que vous avez l'habitude de voir pour connecter, déconnecter vos comptes, avoir le suivi de tout un tas de choses. Donc je vous recommande vraiment de passer sur la version web lorsque vous configurez votre compte, lorsque vous voulez le déconnecter, ou changer les clés API, ou peu importe ce que vous voulez faire suivre les notifications, etc. Prenez l'habitude d'utiliser la version web. Ensuite, vous pouvez évidemment installer la version mobile si vous le souhaitez. Donc ici, vous avez un tuto, vous avez les liens pour le faire. Voilà un petit peu par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. Je pense que la plupart, vous savez déjà tout ça. On va maintenant passer à la partie qui vous intéresse beaucoup plus, je pense, c'est tout ce qui est fact sheet et roadmap. Alors, vous le savez, une V2 va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction de votre formule, par rapport au club privé. La V1, elle existe depuis octobre dernier. On l'a mis en production depuis octobre dernier. Vous l'avez vu pour ceux qui sont là depuis octobre. Elle fonctionne très bien. Elle achète, elle vend. S'il y a un problème avec votre compte, vous recevez un email et ça a fait une très, très bonne performance. Là, on est bien sorti comme il faut alors que le marché a baissé. Bref, elle fonctionne très bien. La V2 permet de répondre à certaines problématiques qui nous ont été posées durant la V1. Typiquement, par exemple, une personne arrive, nous on est positionné sur le Bitcoin ne fait que monter, on est positionné sur le Bitcoin depuis 2 semaines, cette personne qui arrive, on va pas lui acheter du Bitcoin parce qu'on l'a déjà acheté avant et si elle prend le train en route, elle s'expose à un drawdown, elle s'expose au fait d'acheter le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie sur un point haut. Donc, on a résolu cette problématique avec la V2 en faisant beaucoup plus de trades et des trades plus court terme, ce qui permet que une personne qui rejoint le club privé, peu importe à quel moment cette personne rejoint le club privé, eh bien, elle ne va pas attendre 2 semaines, 2 mois pour les premières prises de position, mais peut-être simplement 2, 3 jours. Ça va être un intervalle qui va être drastiquement réduit. Également, autre nouveauté, alors ça c'est prévu pour le prochain trimestre, donc cet été, c'est la fonctionnalité ajustement automatique du portefeuille à chaque connexion. Aujourd'hui, lorsque vous allez connecter votre portefeuille, ça va uniquement prendre les trades futurs ou les ventes, enfin les achats ou les ventes futures. Avec cette fonctionnalité qu'on va ajouter, eh bien ça va vous permettre, peu importe à quel moment vous nous rejoignez, lorsque vous connectez votre compte, vous cochez la case, ça va automatiquement ajuster vos stablecoins avec la pondération qu'on a dans le portefeuille. Donc, si, admettons, on a 50% Bitcoin et 50% Ether, au moment où vous allez connecter votre compte, ça va automatiquement acheter 50% Bitcoin, 50% Ether. Ce qui vous permet de ne pas faire ces achats à la main et d'ajuster le portefeuille directement en même temps que nous et donc pouvoir acheter, revendre, tout est vraiment à l'identique. Donc voilà pour la première problématique que va résoudre la V2. La seconde problématique que va résoudre la V2, c'est au niveau des frais. Actuellement, les ordres de la V1 étaient majoritairement passés au marché. En tout cas, au début, tous les ordres étaient passés au marché, les achats et les ventes. Ensuite, les achats, on les a fait passer en limite, les ventes sont toujours au marché. Et en fait, avec la V2, vous aurez les achats et les ventes qui vont être passés en limite. Et qui dit ordre en limite dit payer beaucoup, beaucoup moins de frais. Si vous voulez un ordre de grandeur, on a fait une estimation en fonction des trades de la V1, la fréquence moyennée sur 1 an, etc. Je vous passe les détails. Le fait de baisser les frais, en fait, ça économise 20% de la performance. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, chez un broker ou peu importe, et que vous prenez exactement les mêmes trades au marché et en limite, eh bien, si vous passez les ordres en limite, vous allez avoir une performance qui va être 20% supérieure. Au lieu de faire 100%, par exemple, vous faites 120%. Donc, ça fait quand même une grosse différence si on accumule ça année après année. Donc, la V2, au-delà d'avoir un drawdown qui sera plus faible, une performance qui sera plus élevée, va également augmenter la performance grâce à l'économie des frais. Et c'est pour ça également que je vous incite à basculer sur FTX. Je vous ai incité à basculer sur FTX ces dernières semaines parce que les frais sont moins chers que sur Binance. Donc, qui dit frais moins chers dit performance plus élevée. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté qui va arriver sur la V2.
Troisième nouveauté, c'est au niveau des ordres qui vont être parallélisés. Alors là, vous le voyez, vous avez la roadmap. Je ne vais pas forcément passer en revue chacun des points. Je vous dis juste, en fait, j'ai pas spécialement de notes. Hein, je vous dis juste ce qui me passe par la tête à chaque fois. Là, par exemple, la parallélisation des ordres. Dans la V1, ce que vous aviez, c'est que lorsque nous, on passait des ordres, eh bien, les ordres pouvaient être passés on va dire 2 heures, 3 heures après l'envoi des ordres. Donc, ça mettait pas mal de temps. Actuellement, tout est parallélisé, c'est-à-dire que les ordres s'exécutent en même temps. Et entre le moment où on envoie l'ordre et au moment où il s'exécute sur votre plateforme, eh bien, la durée est inférieure à 1 seconde. Avant, en fait, les ordres n'étaient pas parallélisés. Ce qui veut dire que, comme vous étiez nombreux, on envoyait l'ordre à la première personne, puis à la seconde, puis à la troisième. Au final, l'ordre mettait plusieurs heures, enfin, entre le premier et le dernier, il y avait plusieurs heures de décalage. Ce qui posait pas vraiment de problème, encore une fois, parce que c'était une optique un peu swing trading. Donc, les ordres pouvaient durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Il n'y a pas trop d'incidence non plus. Là, vu qu'on va passer sur des ordres plus court terme, on est obligé de faire ça. Donc, les ordres vont être envoyés instantanément. Ça, je pense que vous l'avez constaté, parfois, des ordres sont exécutés à 6 heures du matin, parfois à 9 heures. Là, ça va être exécuté beaucoup plus rapidement et surtout sur une fréquence qui ne sera plus du tout pareille par rapport à la V1. C'est-à-dire que sur la V1, les ordres étaient exécutés maximum une fois par jour, généralement le matin vers 3-4 heures du matin, généralement. Dans la V2, ça va être complètement différent. C'est-à-dire que les ordres peuvent être exécutés à 3 heures du matin, à 8 heures du matin, à midi, à 19 heures, et ça peut être exécuté plusieurs fois par jour. Alors, on peut imaginer que ce soit exécuté, vous allez avoir par exemple 3 trades par jour, ou bien 0. C'est tout à fait possible. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en aura quand même rarement, ça va être rarement le cas. Enfin, vous aurez rarement le cas de figure où vous allez avoir plus de 4 trades par jour quand même. Hein. C'est-à-dire que la moyenne va être de 2, 3, 4. Ça va acheter et ensuite revendre. Donc voilà par rapport à cette nouveauté. Donc là, je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Forcément, il y a beaucoup de changements, donc je vais forcément en oublier. Autre chose, alors je passe vite fait sur le chat, voir si tout est nickel. Alors ça a l'air d'être nickel. Alors, autre changement, c'est également par rapport à la gestion de la stratégie. C'est-à-dire qu'actuellement, sur la V1, les trades étaient pensés comme une gestion de portefeuille. C'est-à-dire qu'on achetait 40% de Bitcoin, 20% d'Ether et 10% de BNB, 10% de FTT, peu importe. C'était pensé comme une gestion de portefeuille avec des pondérations, des pourcentages fixes. Ça ne va plus être le cas avec la V2. Avec la V2, vous allez avoir des systèmes de slots, on va dire de blocs, où vous allez avoir au maximum 3 crypto-monnaies dans le portefeuille. C'est-à-dire que ça va automatiquement en fait se positionner sur les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel. Par exemple, si il y a un potentiel sur le Bitcoin et un autre sur l'Ether, ça va peut-être acheter 33% de Bitcoin, 33% d'Ether et 33% de stablecoin. Vous voyez l'idée? Il y a 3 places en fait, il y a 3 slots. Donc ça peut très bien être full stablecoin, comme actuellement, comme quand le marché baisse. Ça peut très bien être 33%, enfin un tiers Bitcoin, 2 tiers stablecoin, ou bien un tiers Ether, un tiers BNB, un tiers stablecoin, ou bien un tiers tel crypto, un tiers tel crypto, etc., etc. Ou bien même 2 tiers, enfin, vous voyez, c'est un système de tiers, ou bien 2 tiers Dogecoin et un tiers XRP. Donc, ça va fonctionner avec des systèmes de slots. Et en fait, quand un slot va se libérer, ça va donner de la place. Alors là, je vous explique un peu le côté technique pour ceux que ça intéresse. Quand un slot va se libérer, ça va laisser de la place au slot suivant. Admettons par exemple qu'à un instant T, on a dans le portefeuille du Bitcoin, de l'Ether et du Dogecoin. 1 heure après, le slot Dogecoin se libère. Eh bien, il va être remplacé par exemple avec un slot XRP. Et le portefeuille va se retrouver en Bitcoin, Ether, XRP. D'accord? Donc ça, vous n'avez pas vraiment besoin, enfin, ça vous sert pas à grand-chose de savoir ça, mais c'est pour les curieux, on va dire, de savoir un petit peu le fonctionnement qu'il y a derrière. Donc voilà un petit peu par rapport à ce système de slot. Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors, je réfléchis. Alors oui, par rapport à la liste des crypto-monnaies, dans la V1 également, une autre problématique qu'on avait, c'est que les crypto-monnaies qui étaient sur FTX et sur Binance n'étaient pas forcément les mêmes. Par exemple, sur FTX, il n'y avait pas de VeChain, alors que sur Binance, il y en a. Et donc, quand on achetait le VeChain, le VET, ça l'achetait sur Binance pour ceux qui étaient sur Binance, mais pas pour ceux qui sont sur FTX. Là, c'est plus du tout le cas avec la V2. On a homogénéisé les paires. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici, homogénéisation des paires FTX et Binance. Donc, avant,
je pouvais comprendre que certains souhaitaient aller sur Binance pour avoir plus de paires. Là, ça va vraiment avoir aucune incidence. Les paires vont être strictement à 100% identiques. Tout ce qui va se passer sur FTX va être à l'identique sur Binance et inversement. Donc ça, c'est important de le savoir. Il n'y aura plus de décalage comme ça. Et également, la liste des crypto-monnaies a été étendue. Là, par exemple, avant, il n'y avait pas d'achat de Dogecoin ou de XRP. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va à chaque fois comparer les crypto-monnaies qui sont sur FTX et sur Binance et prendre, si demain, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a le Polkadot qui est listé sur FTX, aujourd'hui, il est que sur Binance, ça ne peut pas l'acheter. Si demain, il est listé, on peut très bien imaginer un slot réservé au Polkadot pour FTX et Binance. Ça peut acheter du Dogecoin, ça peut acheter du XRP, du XLM, ça peut acheter du Shiba Coin, à condition qu'il soit sur les deux, sur FTX et sur Binance. Donc, voilà, la liste a été un peu plus étendue, à condition évidemment de respecter un certain nombre de critères que je vous passe, mais c'est des critères logiques de liquidité, de volume, etc., etc. Alors, est-ce que j'oublie des points? Alors ça, c'est ce qui a été fait sur le deuxième trimestre. Alors, c'est pas vraiment sur le deuxième trimestre, c'est depuis que la roadmap est disponible. Donc, en réalité, c'est ce qui a été fait depuis un mois, depuis la mi-mai. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. La stratégie V2.0, système de slot pour bêta-testeurs, elle est mise en place. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui avaient vu le live sur Discord, j'avais fait tourner la stratégie en bêta-test. Il y a des bêta-testeurs qui l'ont testé pour voir un petit peu comment ça allait fonctionner et pour assurer en fait être sûr que tout marche bien, notamment par rapport à la parallélisation des ordres et qu'il n'y ait pas de bug, on a décidé d'avoir ce déblocage progressif par formule. Donc, la semaine qui arrive, ça sera les membres Platinum qui auront accès à la V2. Vos comptes vont être automatiquement basculés en V2. Vous aurez strictement rien à faire. Vous allez le voir de toute façon, vous allez avoir des notifications. Les notifications qui s'affichent aujourd'hui sur l'appli web ou mobile, c'est les notifications de la V1. Vous allez voir quand vous allez basculer sur la V2, vous allez tout de suite le reconnaître. Les notifications, on va avoir des pourcentages bizarres. Ça sera plus et vous allez avoir une fréquence différente. Ça sera plus du tout la même chose. Donc, vous allez le savoir lorsque votre compte va être basculé en V2. Quand je dis la semaine qui arrive, ça ne veut pas dire forcément demain. Ça peut être jeudi, vendredi, peu importe, mais a priori, c'est la semaine qui arrive. Comme toujours, ça dépend des développeurs. Donc, votre compte pour les Platinum vont être basculés cette semaine en V2. Ça va être fait automatiquement, aucune manip à faire de votre part. Ensuite, et pas besoin de revendre quoi que ce soit, de racheter quoi que ce soit, tout est fait automatiquement. Ensuite, ça va être la semaine d'après au VIP+, puis au VIP, puis voilà, toutes les autres formules, Pro, Starter, jusqu'à ce que fin juillet, vous soyez tous en V2. Alors, il y a une question qui revenait souvent, c'est est-ce qu'on va maintenir la V1? Alors, on y a réfléchi longtemps et on a décidé finalement qu'on n'allait pas maintenir la V1 et que uniquement la V2 sera disponible. Donc, vous ne pourrez pas avoir à la fois un compte sur la V1 et à la fois un compte sur la V2. Ça sera uniquement sur la V2. Parce que la V2 présente en fait plein de fonctionnalités, plein d'avantages que ça ne sert à rien de rester sur la V1 en fait. Autant aller sur la V2. Alors, on a la conversion des poussières de crypto. Donc ça, c'est actuellement fait. Donc ça va être fini ce soir ou demain. Donc ça c'est terminé pour ce semestre. La réécriture des logs, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez vu probablement ces dernières semaines, on a considérablement augmenté la qualité au niveau du support client. Pour ceux d'entre vous qui nous ont contactés par email, avant ça mettait pas mal de temps à traiter votre réponse. Là, normalement, vous avez votre réponse qui est traitée par email, on va dire dans les 2, 3, 4 heures, en tout cas dans la journée a priori. On vous répond par email. Parfois, ça peut être dans les 10 minutes. Ça dépend, mais on va dire qu'on répond dans les heures qui suivent votre email. Le problème, c'est qu'avant, ceux qui avaient accès à vos comptes, c'était uniquement les développeurs. Donc, s'il y avait un problème avec votre compte ou vous demandiez un certain nombre d'informations, ça mettait un petit peu de temps de réponse parce qu'il fallait que le support client contacte les développeurs, que les développeurs prennent du temps à faire la recherche, remonte ça au support client et que le support client vous réponde. Donc, il y a cette tâche-là qui est en cours de faisabilité, c'est réécriture des logs, c'est-à-dire juste qu'en fait, l'accès à votre compte va être accessible plus simplement au support client avec les informations évidemment très limitées. Il n'y aura pas du tout votre solde, il n'y aura pas du tout les accès, enfin il y aura vraiment des accès très très restreints
pour savoir si votre compte est correct. En fait, le seul accès, c'est de savoir si votre compte est correctement connecté ou pas et quand est-ce qu'il a été connecté, quand est-ce qu'il a été déconnecté. Ce qui permet également, si plus tard vous avez un problème avec votre compte, eh bien le support client pourra vous répondre très rapidement, très simplement, sans attendre le retour des développeurs. Donc ça également, c'est un petit détail, mais qui est important pour pouvoir assurer la montée en puissance du produit qu'on vous propose. Parce que, voilà, il y a encore quelques années, vous n'étiez pas si nombreux que ça. Aujourd'hui, vous êtes très, très, très nombreux. Et on reçoit beaucoup d'emails, pas forcément des emails de bugs ou quoi que ce soit, mais de manière générale, on reçoit beaucoup d'emails dans le support client. Donc, forcément, on est obligé, déjà, on a recruté. Et en plus de ça, on est obligé de simplifier au maximum les accès tout en assurant évidemment la sécurité. Alors, on a également le nouveau format de notification. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça va arriver en même temps que la V2. Donc ça, vous pouvez considérer que c'est également fait. Et donc, vous avez la mise en production de la stratégie V2.0 publiquement qui va être fait en plusieurs étapes, donc dès la semaine prochaine. Donc voilà, par rapport au deuxième trimestre, en fait, on est bon, quoi. Tout d'ici la semaine prochaine, d'ici la fin du mois, tout sera fait, tout sera respecté au niveau de la roadmap. Là, je vous présente rapidement ce qui est prévu pour le troisième trimestre et ensuite, je passerai temporairement répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser et j'y répondrai. Alors là, je fais beaucoup de monologues, je présente beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, en fait, il est fort probable que dans les questions que vous m'avez posées, je donne la réponse actuellement. Donc, vaut mieux que je vous explique tout ce que j'ai en tête et comme ça, je minimise le nombre de réponses, le nombre de questions que vous allez avoir. Donc, par rapport au troisième trimestre, qu'est-ce qui est prévu? Donc, déjà, on a les passages des ordres en limite post-only qui sont prévus. Alors, c'est pas forcément par ordre de ce qu'on a prévu de faire. Là, c'est pas forcément classé par ordre. Ça veut pas forcément dire que ça sera fait en première. Donc, le passage des ordres en limite post-only, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, quand on envoie des ordres en limite, ils peuvent être exécutés en maker du côté de FTX. Et si vous voulez qu'ils soient exécutés en taker pour que vous payiez le moins de frais possible, il faut cocher la case post-only. Le problème, c'est que si vous cochez la case post-only et que derrière, il n'y a personne en face de vous qui est maker, l'ordre risque de ne jamais être exécuté. Donc, c'est un mécanisme assez complexe qu'on a prévu de faire pour qu'on envoie des ordres limites. On envoie des ordres limites post-only. Si les ordres limites post-only ne sont pas exécutés, on les change en ordre limite. S'ils ne sont pas exécutés, on les change en ordre market. Encore une fois, c'est du technique, je vous passe les détails, mais c'est un gros chantier qui est prévu pour le troisième trimestre, toujours dans le but de minimiser les frais que vous allez payer et que l'exécution se passe le plus vite possible, l'exécution des ordres. L'ajustement automatique du portefeuille à chaque connexion, donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. La mise en production de la stratégie V2.1, donc ça, c'est la stratégie en fait V2.0 qui sera améliorée avec certaines fonctionnalités dont je vous ai parlé, donc notamment les deux premières, mais d'autres fonctionnalités qu'on a actuellement en tête, qu'on a prévu d'ajouter, qui vont être disponibles. Donc ça, pareil, c'est pas forcément dans l'ordre. Ça, voilà, ça sera plus proche de la fin du troisième trimestre que du début. Ensuite, vous aurez les alertes pour être notifiés, suppression du mode free, migration de la génération du portefeuille. Enfin bref, tout ça, je reviendrai plus en détail dans 2 mois, on va dire. Là, c'est assez lointain. Et enfin, au quatrième trimestre, vous allez avoir la mise en place des frais de performance. Ça, c'est également quelque chose que certains d'entre vous demandent, notamment ceux qui sont en formule Platinum. Vous vous demandez souvent est-ce que c'est possible d'avoir des perf fees. Donc ça, c'est prévu pour le quatrième trimestre. Il y a les plafonds minimum et maximum qui vont être relevés. Actuellement, on a enlevé l'offre starter, vous l'avez vu, elle n'existe plus. Donc ceux qui sont déjà aujourd'hui en offre starter, vous allez rester en offre starter. On ne va pas déconnecter votre compte. Ceux qui s'étaient inscrits au moment où le capital était inférieur à 5 000 par exemple, ou inférieur à 1 000. On ne va pas non plus déconnecter votre compte. Maintenant, pour les nouveaux, c'est plus du tout possible d'accéder à l'offre starter. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va progressivement augmenter le minimum pour que vous soyez connecté. Alors, on va vous envoyer des emails pour vous prévenir qu'on augmente, et on ne va pas augmenter ça comme ça du jour au lendemain. Ça va être avec des performances qui vont suivre, et donc normalement, ça ne devrait pas trop vous impacter. Mais il faut savoir que le minimum va drastiquement augmenter. Vous le voyez d'ici la fin du troisième trimestre. Il vous faudra avoir au moins 20 000 € pour poursuivre notre stratégie.
Le maximum va également monter à 300 000. Alors, je sais que certains me demandent de monter à 1 million, 2 millions, 3 millions. Bon, vous le savez, il y a des problèmes de liquidité, il y a des problèmes, il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on règle avant. Il faut qu'on soit sûr que ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'on fait le déblocage par formule. Donc, avant, on va juste y aller progressivement. D'ici le troisième trimestre, on va déjà monter le capital à 300 000 euros. C'est déjà très bien. Actuellement, il est à 100 000. On l'a déjà monté. Avant, il était à 50 000. On l'a monté à 80 000, puis à 100 000. On va le monter progressivement, 150, 200 pour atteindre les 300 000 d'ici la fin du troisième trimestre. Et enfin, d'ici la fin du quatrième trimestre, si on a réussi à bien tout automatiser comme on le souhaite, parce que nous, on automatise, mais en même temps, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, donc forcément, ça ajoute des problèmes de liquidité exponentielle. Donc, on aimerait bien monter le capital maximum à 1 million. Et ensuite, dans les années à venir, voilà, ça va augmenter au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu par rapport à la présentation de la fact sheet, de ce qu'on a prévu de faire, de la roadmap. La fact sheet, je vous la présente dans quelques instants. N'oubliez pas que sur la documentation, vous avez également un lien pour rejoindre le Discord. Alors, pour rejoindre le Discord, il faut que vous soyez soit membre des formations, Masterclass Crypto Trader ou Crypto Investisseur, ou bien membre du club privé, mais en VIP au minimum. Tout simplement, c'est pour limiter en fait le nombre de personnes sur Discord, parce que si c'est ouvert à tout le monde, en fait, vous allez être beaucoup trop nombreux dessus et ça va être comme un Discord public où on ne pourra plus se parler. Donc, c'est volontaire pour qu'on reste à taille humaine. Et là, on est déjà quand même quelques centaines sur le Discord avec cette limitation-là, sachant que tout le monde n'a pas rejoint le Discord. Donc, si certains d'entre vous êtes VIP ou VIP+, ou Platinum ou membre des formations, pensez à rejoindre le Discord. Des fois, il y a des lives dessus qui sont privés où on parle de pas mal de choses, on se partage les bons plans, on se partage les projets. Donc, je sais que vous n'avez pas tous rejoint ce Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Par contre, il est possible qu'on augmente, pareil, la limitation pour le Discord. C'est-à-dire que là, il faut être au moins membre VIP. Peut-être que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faudra être au moins membre VIP+. On est obligé de monter encore une fois à chaque fois, de restreindre ça pour rester à taille humaine. Ceux qui l'auront évidemment rejoint avant, on ne va pas non plus vous virer comme des malpropres. Évidemment, vous allez rester dedans. Donc voilà par rapport au Discord. Vous avez également un espace membre. Bon, ça, vous cliquez dessus avec vos accès, vous vous connectez et donc c'est là où vous allez, par exemple, vous avez l'habitude de voir les coachings. C'est là où vous allez avoir des vidéos, etc. Et enfin, vous avez la FAQ qui répond à un certain nombre de vos questions. Donc voilà pour la présentation de cette documentation. Le lien, je vais vous le mettre dans le chat pour ceux qui ne l'avaient pas, pour que vous puissiez le lire, la consulter, à tête reposée. Alors maintenant, je passe à vos questions et ensuite, je vous présenterai la fact sheet. Alors, donc, les Platinum, pas de Discord. Si, Soraya, si tu peux, c'est minimum VIP, donc c'est VIP, VIP+, et Platinum. On peut avoir le lien du Discord. J'ai envoyé la documentation, donc le lien du Discord. Il faut cliquer sur le menu Discord et le lien se trouve dessus. Alors attention, il faut vraiment être au moins VIP, VIP+, ou Platinum. C'est-à-dire que si vous allez dessus et vous essayez de vous inscrire, ça sert à rien d'essayer de vous inscrire en pensant que le truc ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas VIP ou enfin au moins VIP, le bot ne va pas vous rajouter. Donc ça sert à rien de penser que le bot ne fonctionne pas et qu'il va pas vous ajouter. Non, il fonctionne très bien. Donc n'allez pas le spammer, ça sert à rien. Alors, si on a Crypto Trader à vie, on garde le canal Discord. Alors, il faut préciser, Blondinch, ce que c'est Crypto Trader. Tu parles de la masterclass Crypto Trader ou tu parles de l'application Crypto Trader. Si tu es déjà dans le Discord, de toute façon, tu restes dans le Discord, Blondinch. Donc, je crois d'ailleurs que tu es déjà dans le Discord. Donc, tu resteras, on ne va pas te virer. Enfin, on ne va pas te virer tant que tu es membre, évidemment, du club privé. Quand tu n'es plus membre du club privé, le bot, il va voir que tu n'as plus tes accès et du coup, il va te sortir du Discord. Par contre, si tu as l'accès à une des formations, comme les formations sont à vie, tu resteras à vie dans le Discord. Alors, en plus de l'abonnement ou bien juste les perfs fees seuls? Non, évidemment, juste les perfs fees seuls sans l'abonnement, ça n'a pas de sens. Sinon. Alors, ça veut dire que ceux qui ont démarré avec une offre starter moins de 5 000 ne sont plus pris en compte avec l'histoire des 20 000 euros.
Alors, il faut préciser la question, je ne comprends pas. Pris en compte par rapport à quoi? Essayez de bien détailler vos questions, hein. Là, on n'est pas non plus sur. C'est un live en non répertorié, hein. Vous êtes tous clients. Euh, c'est pas un live sur YouTube. Donc, prenez le temps de bien rédiger vos questions. Normalement, j'ai le temps de tous les lire. Alors, je remonte le chat tout en haut, comme ça, je vais les prendre par ordre de lecture. Comme ça, je suis sûr d'en manquer aucun. Alors, j'avais souscrit à la formule starter. Mon compte va-t-il être migré vers la V2? Oui, tous les comptes seront migrés automatiquement. Possible de repartager le lien de la doc. Du coup, je l'ai fait, il est en bas. Sinon, le lien de la doc, vous pouvez le trouver un petit peu partout, hein. C'est le lien que vous recevez par email lorsque vous inscrivez. C'est le lien qui est un petit peu partout, hein. Le lien vers l'appli web, il est en haut sur la doc, sur mon écran. Tu le vois ici en cliquant sur cryptotrader.app. Après, c'est toujours les mêmes liens en fait. Le lien de la documentation, c'est le plus important. C'est doc.tradingducoin.com. Et quand vous allez dessus, vous allez avoir le lien de l'appli web, vous allez avoir le lien de l'espace membre, vous allez avoir le lien du site, vous allez avoir le lien du Discord et vous allez avoir le lien pour télécharger l'application sur iOS et Android. Donc en fait, sur le lien de la documentation, en lisant la documentation, vous allez avoir accès à tous les liens. C'est en fait le seul lien le plus important à garder dans vos favoris parce que la documentation, de temps en temps, on la met à jour, notamment au niveau de la fact sheet tous les mois ou bien la roadmap dès qu'on avance. Du coup, pensez à le garder dans vos favoris, ce lien-là, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Donc, pensez, on va dire, une fois par mois à consulter la documentation. Y a-t-il possibilité de shorter? Jérôme, non, pas du tout. C'est pas possible à cause de la réglementation. Pour l'instant, on est encore zone grise, mais ça sera plus possible bientôt. Donc, non, non, c'est pas possible de shorter, c'est pas possible de mettre du levier. C'est uniquement du spot. Donc, il n'y aura plus de trade futur. Alors, il n'y a jamais eu de trade futur sur FTX et on n'en fera pas, non. Ça sera uniquement du spot. Après, avec le spot, c'est largement suffisant. Vous pouvez faire déjà énormément de choses. Comment allez-vous sélectionner les bêta-testeurs? Alors, les bêta-testeurs, on les a déjà sélectionnés, Gabi, en interne. Donc là, c'est déjà fini. La phase de bêta-test, elle est terminée, elle fonctionne. C'est pour ça que, justement, les membres auront accès la semaine prochaine à la V2. Les bêta-tests sont terminés, sont concluants, donc il n'y a plus de bêta-tests. Alors, est-ce que c'est des traders humains qui prennent les positions ou est-ce que c'est un bot pur et dur ou alors un mélange des deux? C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est le bot, mais parfois, c'est possible que le bot soit coupé. Typiquement, comme c'est le cas, pardon, maintenant. Donc, quand on est en tendance haussière, bah, le bot fait tout. Quand le marché se retourne, le bot il est complètement coupé et il n'y a plus de positions qui sont prises pendant 2 semaines, un mois, 3 mois, peu importe. Ça évite de prendre des trades, par exemple comme actuellement Orange, acheter, revendre, et détruire en fait toute la performance du marché haussier. Donc, on va dire à 90%, c'est automatique et à 10%, c'est manuel. C'est quoi les vraies différences entre tous les comptes, mis à part le trade de capital et les séances de coaching? Alors, la différence, bah, c'est principalement, Gabi, le Discord. C'est-à-dire que si tu es au moins VIP, bah, tu as accès à tout. Tu as accès au Discord, qui est, pour ceux qui y sont, une énorme valeur ajoutée, je pense. Tu as accès au coaching et beaucoup plus de coaching. En fait, il y a les coachings du dimanche, mais il y a également les coachings qui sont dans le Discord. Et également bah, le plafond qui est à 100 000 dollars, donc qui est plus élevé. Donc, c'est principalement ça les différences. Et pour ceux, par exemple, qui sont juste membres, starter, ça n'existe plus. Mais ceux qui sont membres pro, par exemple, bah, il n'y a pas de coaching et il n'y a pas de Discord. Donc, ça fait quand même, bah, on va dire, beaucoup de choses en moins parce que dans le Discord, c'est là où on parle, par exemple, actuellement des projets de la BSC, de Polygon. C'est là où on parle bah, des différents projets, on se partage les analyses, chacun se partage les projets. Après, le Discord, c'est surtout pour échanger entre vous. Hein. C'est pas vraiment pour échanger. Enfin, moi, j'y passe souvent, j'y passe tous les jours, mais c'est surtout pour vous que le Discord existe. Et en fait, actuellement, il y a une bonne ambiance, vous vous entraidez. Donc, je pense que c'est surtout ça la grosse différence. Comment la V2 va gérer une période de bear market? Bah déjà,
le bot va être déconnecté. Enfin, la V2, la V1, c'est plus ou moins la même chose hein, par rapport au bear market. C'est vrai que le bot est déconnecté et il n'y a plus de trades qui sont pris tout simplement. Et après, dans des périodes de bear market, il y a également des phases haussières. Il y a des rebonds. Et donc là, le bot, il rentre. Et justement, je vais vous en parler dans la fact sheet dans quelques instants. Vous allez voir les performances dessus. On sait que la V1, depuis son lancement, a fait x5. J'imagine que vous avez testé la V2. Et donc, quel rendement projetez-vous approximativement? Alors, justement, pareil, ça, RGM, je vais le présenter dans la fact sheet. Alors, je vois beaucoup de personnes sur le Discord qui pensent que la V2 sera une solution miraculeuse. C'est pas du tout le cas. En fait, la V2, c'est une V1 améliorée. C'est-à-dire que vous avez une performance légèrement meilleure, notamment sur les phases de marché baissier. Vous allez avoir un drawdown qui sera plus faible et vous allez avoir toutes les fonctionnalités dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire automatiquement vendre vos poussières de crypto, automatiquement réduire les frais, automatiquement positionner votre capital, etc., etc. Mais c'est pas une version qui change du tout au tout. D'accord? Il y a la liste des cryptos qui sont changées, il y a pas mal de fonctionnalités, encore une fois, que je vous ai présentées, qui seront améliorées et qui contribuent à améliorer la performance, mais ça fait pas x10 par rapport à la V1. Attention, c'est pas une solution magique. La V1 est déjà très, 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 très bien. Vous le voyez, hein, faire x5 depuis son lancement en quelques mois, c'est énorme. Et là, elle a très bien protégé son capital. Donc la V2, c'est une V1 améliorée. C'est pas un truc qui a complètement rien à voir avec la V1. Et donc, quel rendement on projette? Là, en fait, la V2 a donné un rendement sensiblement identique que la V1 depuis ses débuts. C'est-à-dire que la V1 a fait à peu près x5, la V2 a fait entre x5,5, x6. Donc, vous voyez, c'est un petit peu mieux. La V1, en fait, enfin, la V2 est un petit peu mieux que la V1 à tout point de vue, mais c'est pas non plus 10 fois mieux. C'est vraiment un petit peu mieux un peu partout, et ce qui fait une meilleure solution. Mais encore une fois, je vais vous présenter la fact sheet avec les performances dans quelques instants. Ça va être du day trading, donc même en bear, il y a des opportunités de trade, exactement. Alors, Hakim vient de dire qu'on est en full stablecoin, si j'ai bien compris. Moi, le REN a été vendu et racheté juste après. Deux personnes sont dans le même cas. Oui, alors quand je dis on est full stablecoin, j'arrondis, on est à 90% stablecoin. Évidemment, il y a le REN qui a été racheté, qui a été vendu, puis racheté. Mais voilà, 90%, 100%. Enfin, le REN, c'est juste 10% du portefeuille. Il n'a pas trop bougé. Donc, on va dire qu'on est majoritairement en stablecoin. Alors, comment optimiser le transfert des fonds de Binance vers FTX pour payer moins de frais? Je veux le faire aujourd'hui et comme on est positionné en 10% crypto, est-ce que je les mets d'abord en stable? En fait, les 10% de REN, on est dans un marché qui est plutôt en range en ce moment où vous le voyez. Donc, ce que tu peux faire, Jean-Michel, c'est tu vends tes REN, tu te retrouves en full stablecoin, tu transfères ces stablecoins sur FTX et voilà, après, tu t'embêtes pas. Si tu veux, tu peux racheter les REN, mais voilà, c'est que 10%, faut t'embêtes pas trop. Hein, c'est pas le REN qui va faire x10 et qui va faire une performance exceptionnelle dans les prochains jours. Donc, toi, tu peux tout revendre et te mettre en stablecoin, c'est très bien. La seule différence, attention, c'est que sur Binance, c'est de l'USDT. Sur FTX, faut être en USD stablecoin. Alors ça également, c'est une question qui revient, c'est est-ce que le fait que ce soit écrit USD et stablecoin sur FTX, comment je serai imposé? En fait, c'est pas des vrais USD. C'est-à-dire que FTX, il regroupe tout ça dans un panier. C'est de l'USD et stablecoin. C'est en gros un panier où dedans, il y a de l'USDC, il y a il y a tout sauf l'USDT en fait. Il y a HUSD, il y a, alors, je me souviens plus des stablecoins qu'il y a dedans, il y en a plein, du TUSD, du PUSD, enfin peu importe, il y en a plein, sauf l'USDT qui est séparé. Et en fait, c'est des stablecoins. USD stablecoin, ça porte mal son nom, mais c'est des stablecoins. Et ça va être considéré comme du fiat uniquement au moment où vous allez transformer ces stablecoins en USD ou en euros pour les rapatrier vers votre compte. Mais tant que vous les laissez, dans votre solde et que c'est nommé USD stablecoin, c'est des stablecoins. Vous pouvez les considérer comme étant de l'USDC, par exemple. Donc, c'est vraiment des stablecoins, c'est pas du fiat. Comment voir que le trading automatique est effectif? Alors, lorsque vous cochez la case pour activer le copy trading, vous allez recevoir un email automatiquement qui va vous dire que votre compte est correctement activé. Ou bien, vous pouvez cliquer sur cryptotrader.app. Alors, hop là, je vais cliquer ici. Alors, vous voyez cryptotrader.app. Et en fait, ça va m'ouvrir donc tout simplement la page. Alors, ça charge. Vous allez ici ensuite sur Trading Auto. Et là, vous voyez par exemple que moi sur Binance, c'est pas activé. La case me demande d'activer le trading automatique. Par contre, si je vais sur FTX,
bah, vous voyez, mon compte est correctement connecté. Donc, ça prouve que mon compte est, ouais, comme son nom l'indique, correctement connecté. Donc, ça va passer les trades. Et si vous cliquez sur le bouton rouge, ça va désactiver le trading automatique et ça va revenir comme ici. Là, vous voyez, ça me dit que le trading automatique est limité à un compte par utilisateur. Si j'ai envie de l'activer sur Binance, il faut que j'aille le désactiver sur FTX. Donc, pour ceux, par exemple, qui sont sur Binance, pensez déjà à désactiver le trading automatique sur Binance. Ensuite, vous allez sur FTX et vous l'activez sur FTX. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez ce message-là qui vous dira que c'est limité à un compte par utilisateur. Ça, c'est important de le noter. Mais à partir du moment où vous avez ce message-là, votre compte est correctement connecté, c'est que votre compte est correctement connecté. Et si votre compte a une erreur parce que la balance est trop faible, parce que vous avez dépassé la limite, parce que pour X, Y raison, il y aura un message qui s'affichera là qui vous dira, par exemple, votre compte a dépassé la limite de capital, faites ceci ou faites cela. Le message s'adaptera automatiquement. Et en plus de ça, vous recevez des emails automatiques chaque jour si vous avez un problème avec votre compte. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de surveiller votre compte chaque jour. Vous allez avoir des emails qui sont automatiquement envoyés et vous allez pouvoir monitorer tout ça via l'application Bureau. Alors, ah oui, c'est vrai que, pardon, j'ai pas répondu précisément à la question qui demandait comment optimiser. En fait, j'avais dit de tout vendre en stablecoin et de les transférer sur FTX. Si vous voulez réduire encore plus les frais, en fait, vous vendez tout ça en USDT. Il a raison, Nia. Vous vendez en USDT et vous transférez tout ça sur FTX en utilisant la blockchain Tron. Donc, ça vous coûte uniquement $1 la transaction. Et ensuite, vous changez les USDT en USD stablecoin. Et comme ça, vous payez beaucoup moins de frais. Alors, par contre, attention à l'adresse d'envoi. On peut bien mettre l'adresse d'envoi de la blockchain Tron et pas de la blockchain Ethereum. D'accord, c'est TRC20 et non pas ERC20. Attention, sinon vous perdez vos crypto-monnaies à tout jamais. Ou à la limite, vous pouvez faire un essai, vous envoyez une petite somme, et si ça arrive, vous renvoyez le total après. Mais faites un essai pour pas vous faire piéger. Alors, je vous rappelle, je réponds uniquement aux questions de la V2 et comment basculer vers la V2. Donc là, je vois un certain nombre de questions qui n'ont rien à voir. Je ne répondrai pas. Alors, pourquoi relever le plafond minimum? Bon, pourquoi relever le plafond minimum? C'est quand même on va dire une question qui est un peu confidentielle, qui touche, on va dire, au business de la société, mais bon, je vais quand même y répondre. C'est que si le plafond, on a décidé de le relever, c'est pour avoir moins de personnes. C'est-à-dire que là, si on reste avec le plafond qu'on avait avant à $1000, en fait, on reçoit des centaines de personnes qui viennent et des centaines de personnes qui sont plutôt des touristes. C'est-à-dire qu'ils viennent, qui testent la solution et au bout de 2 semaines se disent oh, elle ne fonctionne pas, je m'en vais. Mais sauf qu'une solution de gestion comme ça de votre portefeuille, elle ne se teste pas sur 2 semaines, elle se teste sur 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Sur 2 semaines, à aucun moment, si le marché il est haussier, vous allez vous dire, ah, c'est génial, ça fonctionne. Si le marché il est baissier, vous allez dire, mais attends, pourquoi je suis toujours en stablecoin? Mais ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup oublient, c'est que vous l'avez vu ces dernières semaines, le marché s'est effondré et le portefeuille ne s'est pas effondré parce qu'on était majoritairement en stablecoin. Et on reçoit des questions du type, enfin, on aurait pu recevoir des questions du type, mais pourquoi vous ne prenez pas position? Alors que ne pas trader, c'est aussi trader. Quand vous avez le portefeuille qui ne bouge pas alors que le marché s'effondre de 50%, en fait, c'est comme si indirectement, vous avez fait 50% de performance. Vous voyez le truc? Donc, on a décidé de relever le plafond minimum déjà, pour éviter les touristes. Et également ne pas être surchargé au support parce que si vous venez, vous repartez, vous revenez, vous repartez, et il y en a qui ont fait ça, qui reviennent, qui au bout de 2 semaines partent en essayant de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et finalement 2 mois après ils reviennent et donc ils restent. Ou bien ils repartent et encore 2 mois après ils reviennent parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, c'est pour éviter ce type de tourisme financier, on va dire, qu'on a décidé de relever le plafond et également pour, bref, tout un tas de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails dessus, mais voilà, c'est aussi pour apporter un support client plus qualitatif, d'avoir moins de personnes, etc., etc. Alors, quand les bugs de la V1 seront réglés, non pris en compte des cryptos sur les exchanges? Alors, Roland, de quel bug tu parles? Il n'y a absolument aucun bug aujourd'hui avec la V1. Ce que tu dis, non pris en compte des cryptos sur les exchanges, mais il n'y a aucun bug aujourd'hui existant sur la V1, sinon on ne passerait pas sur la V2. Donc,
où il y a peut-être un bug que tu nous aurais pas signalé, mais à ma connaissance, tout est déjà fonctionnel et corrigé. Est-ce que tu peux faire comme la dernière fois, c'est-à-dire mettre 10 000 $ de ton côté avec la V2 pour qu'on puisse voir l'évolution? Oui, de Jean-Michel, tout à fait, hein, c'est prévu. J'ai justement prévu. Là, pour l'instant, je ne le fais pas parce que vous n'avez pas encore accès à la V2. Mais quand un maximum d'entre vous auront leur compte connecté sur la V2, de toute façon, j'en ferai une vidéo, peut-être même sur YouTube, hein, publiquement, où je dirais, ben, comme avec la V1, regardez, je mets un 10 000 $ sur le compte et comme ça, bah, tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, je vous ferai le suivi de ce qui a été acheté, ce qui a été vendu. Tout à fait, c'est prévu. Alors là, je redescends un petit peu au niveau des questions. Alors là, j'en ai sauté pas mal. J'essaie de reprendre le fil, hein, parce que là, il y a pas mal de questions et le, le fil de commentaires est descendu d'un coup, donc je suis obligé de remonter un petit peu. Alors, comment savoir quelle formule j'ai? Bah, en regardant tout simplement ce que tu as acheté, hein, en regardant ton relevé bancaire ou en regardant les transactions, l'email que tu as reçu. Tu as reçu un email peut-être. Bah, après, normalement, vous êtes censé savoir ce que vous avez acheté, hein. Alors du coup, si on n'atteint pas les 25 000 minimum de capital, on ne pourra pas renouveler l'abonnement l'année prochaine, c'est bien ça. Alors non, ça, la limite, c'est pour les nouveaux. Les anciens, vous n'avez pas ce problème-là parce que vous nous avez fait confiance avant. On ne va pas vous imposer d'avoir plus maintenant. C'est uniquement pour les nouveaux. C'est pour bloquer le flux arrivant. Et le flux qui était déjà là ne pose pas de problème. C'est obligatoire d'appeler le sous-compte FTX Crypto Trader? Non, pas du tout, Guillaume. C'est pas obligatoire, c'est juste que c'est plus simple pour le suivi, pour voilà, lorsque vous avez un bug par exemple, bah, nous, dès qu'on regarde un petit peu dans vos accès ou bien si vous nous faites des captures d'écran ou peu importe, on sait que c'est le compte Crypto Trader et que c'est pas un compte qui est appelé. Enfin, c'est plus pour nous faciliter la gestion des bugs. Maintenant, si, et aussi pour vous y retrouver. Maintenant, parce que quand on vous dit par exemple, ouais, mais allez sur le sous-compte FTX Crypto Trader et regardez ça, bah, c'est plus simple si tout le monde a le même nom. Maintenant, si tu veux le nommer autrement, il faut juste t'y retrouver. Mais non, tu peux. Après, attention, par contre, on a aussi fait ça parce que tu dois pas mettre d'accent sur tes sous-comptes, ça crée des bugs ou bien des caractères spéciaux. C'est une plateforme anglaise et tu le sais, hein, en anglais, les accents, bah, c'est toujours comme ça avec des sites, ça crée tout un tas de bugs. Donc, on a volontairement simplifié la chose en vous disant nommez le crypto trader plutôt que de vous dire choisissez le sous-compte que vous voulez, mais attention à ne pas mettre d'accent, attention à ne pas mettre de caractères spéciaux, attention à ne pas mettre ça, ça et ça. Voilà, c'est aussi pour simplifier. Donc, juste, il ne faut pas mettre d'accent, pas de caractères spéciaux, et après, tu peux le nommer comme tu veux. Ah, alors ça, c'est une très bonne question, Clément. Est-ce qu'un jour Binance sera supprimé ou les deux cohabiteront toujours? En fait, ces changements-là, si on vous pousse à aller vers FTX, c'est parce qu'on a également en tête de supprimer Binance. C'est-à-dire que pour le moment, Binance est là, mais on va progressivement arrêter le développement sur Binance. C'est-à-dire que Binance fonctionne avec la V2, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser, mais on va plus accentuer notre développement sur FTX parce que FTX bah, est beaucoup plus pro. L'API est beaucoup plus simple, la correction des bugs est beaucoup plus claire. Binance a tout un tas de problèmes au niveau de l'API. Vous le voyez, bah, rien que par rapport à la surcharge des serveurs, quand il y a un flux de vente ou d'achat sur les cryptos, vous avez toutes les plateformes qui saturent. Bitfinex, Kraken, Binance. Bon, FTX ne sature pas, jamais de bug. Bon, ils ont mis des bugs récemment à cause de Cloudflare, mais ça vient pas d'eux. Donc FTX, il n'y a pas de bug, c'est fiable, c'est fonctionnel, c'est solide. Euh, donc voilà, même pour les corrections des bugs ou quand on veut développer des nouvelles fonctionnalités, c'est beaucoup plus rapide pour nous sur FTX que sur Binance. Donc Binance sera disponible jusqu'à la fin de l'année, au moins, ça c'est sûr. Maintenant, l'année prochaine, je vous garantis rien. Peut-être que Binance sera toujours là, peut-être que ça sera uniquement FTX. Mais voilà, c'est pour ça que je vous recommande encore une fois de passer sur FTX. Vous avez tout intérêt à passer sur FTX.
si vous voulez pas le faire maintenant, faites-le. Vous avez plusieurs mois pour le faire. Mais honnêtement, vous vous privez de beaucoup de choses. FTX, c'est beaucoup mieux pour trader. Et en plus, l'avantage, c'est que vous avez un sous-compte. Donc, même si votre compte principal, c'est Binance pour acheter vos cryptos, le but, c'est de connecter un compte et de ne pas le regarder. Donc, au moins, comme ça, vous configurez votre compte FTX à notre solution et vous y touchez plus et vous revenez à la fin de l'année. Et voilà, vous n'avez pas besoin de toute façon de vous connecter à ce compte-là tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Donc, il y a vraiment tout intérêt à aller sur FTX. Ouais, du coup, Blondin, bah, tu auras accès du coup au Discord à vie. Alors, si on met plus de 100K, le surplus de capital peut-il trader en manuel? Peut-on couper le bot? En fait, si Frédéric, tu mets plus de 100K, le bot va considérer que tu as uniquement 100K. Si par exemple, je te dis n'importe quoi, tu as mis 150K, nous, quand on va acheter pour 30% de Bitcoin, par exemple, bah, ça ne va pas t'acheter 30% de 150, mais ça va t'acheter 30% de 100K. Donc, que 30K. Et du coup, bah, si tu rapportes ça à 150, bon, bah, ça fait beaucoup moins. Donc, tu auras en fait juste 50K qui vont être en trop et qui vont dormir et qui vont toujours rester un stablecoin. C'est un peu dommage. Euh, donc après, vous inquiétez pas, on va augmenter les plafonds au fur et à mesure, une fois qu'on sera sûr de la liquidité. Maintenant, on est obligé de tester avant et ça va prendre au moins un mois avant qu'on augmente les plafonds. Comme tout le monde, en fait, sera connecté à notre solution, donc fin juillet, là, on aura une vision beaucoup plus claire par rapport à ce problème de liquidité qui, normalement, ne devrait pas exister, mais on préfère quand même prévenir que guérir. Donc voilà, l'argent, en fait, le surplus ne sera juste là sera juste là en train de dormir. Donc le mieux, c'est après vous pouvez le mettre et comme ça le jour où on augmentera le plafond, il sera utilisé. Mais bon, sachez que pour le moment, il dormira. Alors si on est niveau pro et qu'en cours d'année on veut passer au niveau VIP, ça se passe comment pour la facturation? Eh bien, il y a une FAQ ici, comment upgrader mon abonnement. Du coup, bah, tout est détaillé ici. En gros, il faut choisir ta formule et après tu envoies un email et le nouveau abonnement est prolongé au prorata des jours qui sont utilisés dans le précédent abonnement. Et vous avez également comment stopper votre abonnement, comment accéder au replay et comment modifier votre mot de passe pour les questions qui sont régulièrement posées. Alors, j'ai un starter à 5 000. Quand mon abonnement sera fini, je ne pourrai plus le renouveler s'il n'atteint pas 20 000. Alors, si tu as payé par carte bancaire ou PayPal, ça se renouvellera automatiquement. Par contre, si tu as payé par crypto, par virement bancaire ou peu importe, bah, tu pourras plus upgrader, enfin, tu seras obligé d'upgrader, tu pourras plus renouveler la formule starter. Ou bien si toi, ton starter s'arrête, que tu arrêtes l'abonnement et que tu décides de revenir un mois après, tu pourras plus reprendre la starter. Donc, en fait, c'est toujours le principe de plus vous nous faites confiance tôt et plus vous êtes récompensé. Vous voyez, par exemple, ceux qui nous ont fait confiance il y a plus de 3 ans, eh bien, ils ont payé le club privé et continuent à le payer aujourd'hui beaucoup moins cher que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous payez par exemple la formule de base à, alors je sais plus, je crois que c'est 2 000 € pour un an ou 6 mois. Enfin, bref, j'ai plus les tarifs en tête. Mais ceux qui nous ont fait confiance au début, c'était des abonnements mensuels et c'était des abonnements à seulement quelques dizaines d'euros. Et aujourd'hui, ils continuent à payer quelques dizaines d'euros parce qu'ils n'ont pas stoppé leur abonnement et qu'ils nous ont fait confiance. Ceux qui ont arrêté leur abonnement, bah, s'ils le renouvellent, ils repéreront le nouveau tarif. Donc c'est comme toujours, hein, c'est les avantages aux anciens. Et pour autant, vous voyez, on a upgradé, on a augmenté les prix. C'est pas pour autant qu'on a dit aux anciens, ah, on va arrêter votre abonnement, vous allez payer le nouveau prix. Pas du tout. Donc, c'est toujours ce même principe de récompenser la fidélité, on va dire. Alors, aujourd'hui, j'ai 5 000 sur mon compte. Que va-t-il se passer lorsque vous augmenterez le plafond? Rien, il ne se passera rien. Pour l'instant, ceux, encore une fois, qui sont déjà clients, vous n'aurez aucune incidence dessus. Il faut avoir, par contre, au moins 1 000 $. C'est vraiment le minimum. En dessous de 1 000 $, votre compte, en fait, il va être déconnecté automatiquement.
Et en fait, ce plafond va être augmenté progressivement. Alors qu'actuellement, c'est 1 000 $. Puis après, ça sera 2 000, 5 000, 10 000. Mais bon, vous allez avoir le temps de voir ça venir. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas vous impacter parce que si aujourd'hui, la limite minimum, elle est de 1 000 $, on ne va pas augmenter à 2 000 du jour au lendemain. On va attendre, par exemple, que la performance ait fait x2 pour augmenter. En réalité, celui qui a 1 000 aujourd'hui, quand nous, on augmentera à 2 000, bah, son compte sera à 2 000. Donc, il sera toujours au-dessus du minimum. Donc, les hausses de minimum de capital augmenteront progressivement à la performance qui aura été faite. En créant un sous-compte sur FTX, est-ce que j'ai bien les avantages du staking des FTT du compte principal? Oui, tout à fait. Quand tu stacks en fait des FTT, peu importe où tu les stacks, que ce soit sur ton compte principal ou dans un sous-compte, tu bénéficies en fait des avantages. Moi, ce que je te recommande, c'est plutôt de créer un sous-compte réservé au FTT. Donc, par exemple, tu achètes 25 FTT, tu les mets dans un sous-compte qui s'appelle FTT pour les frais ou j'en sais rien comment tu peux le nommer. Et après, tu les stacks dessus et comme ça, tu es tranquille. Tu sais que les FTT qui sont dessus, tu les revendras jamais. Même si c'est un bear market ou quoi que ce soit, parce que si vraiment tu en as beaucoup, mais même si voilà, tu as un bear market ou quoi que ce soit, tu sais que ces FTT-là, ils sont importants parce qu'ils te donnent des avantages. Par exemple, pour participer aux IEO, pour payer moins de frais, etc. Donc, le mieux, c'est de créer un sous-compte à part pour s'y retrouver. Pourra-t-on choisir son mot de passe avec la V2? Le mot de passe, tu peux déjà le choisir au Renault 1 avec la V1. Encore une fois, il faut aller lire les FAQ. Vous allez dans FAQ, comment modifier mon mot de passe? Et donc là, vous allez pouvoir modifier votre mot de passe. Vous pouvez déjà le modifier. Je vous recommande vraiment après de lire la documentation parce que les questions récurrentes ont tous été traitées normalement. Enfin, la plupart, on y a répondu, celles qui reviennent très souvent. Donc franchement, si vous lisez la documentation, vous allez avoir vraiment la réponse à 99% de vos questions. Alors, est-ce que c'est prévu d'ajouter sur la version web la possibilité de trader, acheter et vendre? Alors, c'est prévu, mais pas pour le troisième trimestre. Donc, c'est prévu dans longtemps. Parce qu'en fait, dans le troisième trimestre, ce qui est prévu, c'est une fonctionnalité qui est beaucoup plus demandée, qui est beaucoup plus utile et qui servira en fait aux pères fils qui sont là. C'est tout ce qui touche au portefeuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez dans l'application mobile, vous pouvez récupérer votre portefeuille. Mais bon, déjà, ça charge lentement. Vous mettez bien 3-4 secondes pour charger et des fois, il y a certaines cryptos qui manquent. Donc là, le but, c'est qu'on va refaire tout notre système. Et c'est le gros chantier et c'est vraiment un chantier qui est un peu, enfin, gros chantier, tout est relatif, mais ce qui prendra plusieurs semaines pour le troisième trimestre. C'est la génération du portefeuille. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la génération du portefeuille, aujourd'hui, elle est faite par votre mobile. Plus tard, elle va être faite par notre serveur et qui va afficher directement ça sur votre mobile et en même temps sur la version web. Et ça va récupérer les données instantanément, sans bug, bien calculé. Et vous aurez l'évolution, évidemment, de votre portefeuille. Vous allez savoir, par exemple, que à tel instant, votre portefeuille, il valait 10 000 euros, à tel instant, il valait 15 000, à tel instant, il valait 20 000. Ce que ne propose pas aujourd'hui, par exemple, FTX. FTX l'a rajouté le PNL, mais en réalité, quand on regarde de près, on a juste 1 mois et demi d'historique. Et au bout d'1 mois et demi, ça se réinitialise à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir le suivi de votre portefeuille depuis le moment où vous l'avez connecté au compte de copy trading jusqu'à ce que vous le souhaitez. En fait, vous allez avoir les baisses, les hausses, l'évolution. Vous pouvez comparer ça au Bitcoin également, etc. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prioritaire, beaucoup plus important. Et en fait, si vous voulez enfin trader, acheter et vendre, en attendant, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'application mobile FTX Pro. Elle est vraiment super bien faite, aucun bug, vous achetez, vous vendez, elle est vraiment top. Et en fait, c'est pour ça que là, c'est pas prioritaire parce que la fonctionnalité de portefeuille, on en a besoin. Et en plus, sur les exchanges, elle est un peu mal faite. Ce qui n'est pas forcément le cas des achats-ventes. En fait, sur les achats-ventes, vous utilisez FTX, c'est super bien fait, c'est super rapide. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser leur application. On va dire que le besoin, il est moins important par rapport à cette fonctionnalité. Comme je vois écrit FTX et Binance, la V2 ne peut fonctionner avec Kraken. Mais Soraya, j'ai l'impression que tu débarques, hein, mais la V1 ne fonctionnait pas non plus avec Kraken. Donc il faut vraiment. Enfin après, tu es peut-être nouvelle, hein, donc je dis ça, tu es sûrement nouvelle et du coup,
n'as peut-être pas connu la V1, mais ce que je te recommande, c'est vraiment de lire la documentation. Tout est détaillé dans la documentation et, euh, et en fait, tout est la documentation qui est expliquée là. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la V2 en fait. Les seuls changements, c'est tout ce qui est sur la roadmap, mais on va dire que quasiment tout le reste, c'est propre à la V1 et ça fonctionnera sur la V2. Et donc, en l'occurrence, Kraken n'existait pas pour la V1. Est-ce que vous allez implémenter Coin Payment car ça serait cool de payer en USDT plutôt qu'en carte? Alors, Gabi, c'est prévu. Alors, bon, déjà là, actuellement, on accepte les bitcoins, les Ethers et le Litecoin. Mais c'est totalement prévu en fait qu'on ajoute Coin Payment, mais ça pose tout un tas de problèmes parce qu'il y a Coin Payment, il y en a d'autres, mais en fait, ça pose tout un tas de problèmes par rapport à notre système de déblocage des accès. Il faut qu'on passe manuellement. Donc, qu'on propose Coin Payment ou ou que vous le fassiez manuellement et qu'ensuite on valide manuellement, ça revient strictement au même pour nous. Euh, donc, c'est un peu ça le problème. Il faut qu'on développe quelque chose qui vous débloque les accès automatiquement. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter une adresse USDT pour accepter. Après, en fait, c'est toujours la même problématique. Moi, je suis complètement d'accord qu'il faudrait qu'on accepte l'USDT. Le problème, c'est que si on ajoute l'USDT, après, on nous demande est-ce que vous avez une adresse USDT TRC20 des fois, on nous demande une adresse USDC, BUSD, BNB. Enfin, le problème, c'est que chacun demande sa crypto et on peut pas tout accepter. Donc là, on a mis Bitcoin, Ether, Litecoin. C'est ce qui était le plus logique, le plus demandé. Après, on peut pas malheureusement rajouter tous les stablecoins. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste à la limite, on rajoute une adresse ERC20. Comme ça, voilà, on envoie des USDC, des USDT, et c'est bien. On ne pourra pas rajouter les Binance Smart Chain, etc. Malheureusement, on ne peut pas tout accepter non plus, parce que derrière, ça nous demande de la gestion aussi. Est-ce qu'on doit déclarer quelque chose qu'on paye l'abonnement en crypto? Après, c'est une question liée à la fiscalité, Bruno, hein. C'est comme tout achat que tu fais en crypto, bah, il faut que tu payes tes impôts dessus, hein. Sinon, ça serait trop simple. Alors, si le bot est désactivé, comment faire de la rentabilité en bear market? Alors, le bear market, déjà, il ne dure pas 10 ans. Et sur les bear market, il y a des phases de hausse. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une bonne question pour pouvoir enchaîner tout de suite avec la fact sheet. C'est justement ce que je vais faire. On va basculer sur la fact sheet parce que ça fait quand même une demi-heure maintenant que je réponds à vos questions. Donc, je vais vous présenter la fact sheet, un petit peu ce qui s'est passé sur le bear market et ce que vous pouvez vous y attendre pour les années à venir. Je rappelle encore une fois que ce qui est ici, c'est on peut comparer ça à un bot de trading. Il y a un bot de trading, on ne fait pas un bilan sur 2 semaines. Un bot de trading, on le laisse tourner longtemps. C'est de l'investissement ce que vous faites ici, d'accord? C'est pas je viens, je fais plus 30% une semaine et je repars. Ça, c'est ce que vous vendent les vendeurs de rêves sur Snapchat ou Instagram ou peu importe, mais c'est pas la réalité. Donc, quand vous connectez votre compte, il faut quand même le laisser tourner un minimum. Les crypto-monnaies, c'est génial. Il y a beaucoup de rendement. Vous pouvez gagner beaucoup. Mais voilà, il y a aussi des phases où il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire. Et c'est justement ce qu'on a voulu vous transmettre à travers cette fact sheet. Également, cette fact sheet, il faut savoir que c'est uniquement des backtests. Mis à part depuis début mai et juin, parce que là, ça tourne en vrai, mais avant, c'est uniquement des backtests. Donc, c'est uniquement des estimations sur ce que vous auriez pu obtenir en 2018-2019 et les backtests ne sont pas forcément synonymes de réalité pour les années à venir. Ça peut faire mieux, ça peut faire moins bien, ça peut faire pareil. C'est uniquement des estimations sur ce qu'a fait le prix sur les années précédentes, évidemment, mais il faut toujours des backtests pour confirmer une stratégie. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste une V1 améliorée. Enfin, c'est quand même beaucoup. Alors là, vous avez les performances depuis janvier 2018. Alors, on a fait volontairement commencer ça en janvier 2018 parce que c'était le plus haut des crypto-monnaies. La plupart des fact sheets vous font commencer ça sur le plus bas, par exemple. Si je descends ici sur le Bitcoin, vous font commencer ça début 2019 ou bien début 2020 ou bien mi-2019 ou peu importe. Donc là, en fait, on peut commencer janvier 2018 pour prendre le pire cas possible. Admettons qu'aujourd'hui, par exemple, c'est le début, on a atteint le plus haut du bull market, eh bien, on va voir ce que ça donne dans le pire des cas. Évidemment, le but, c'est quand même que ça fasse mieux.
Alors déjà, on a ici le bilan sur les années précédentes, donc 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc 2021, ça s'arrête au mois d'avril, c'est les 4 premiers mois ici. Donc déjà sur 2018, vous voyez que le Bitcoin, c'est en orange, les alts, c'est en gris. Le Bitcoin a fait moins. Et également, je ne l'ai pas précisé, ici, on compare à chaque fois au Bitcoin et aux alts. Je ne vais pas prendre l'Ether, je ne vais pas prendre le Litecoin, ça n'a pas de sens. On va prendre le marché des alts dans sa globalité. Et quand ici c'est écrit altcoin, en fait, c'est la performance de Total 2. Le fameux Total 2 que vous voyez sur TradingView, c'est le marché des crypto-monnaies en excluant le Bitcoin. Donc, la stratégie sur 2018 a fait 167%, alors que le Bitcoin a fait moins 71 et les alts ont fait moins 82. Donc, vous voyez que même sur une année comme le bear market, il y a une performance qui est quand même très appréciable. D'accord? Alors, il y a des phases de baisse, vous allez le voir, je vais vous les détailler, mais on est quand même sur une très très bonne performance. C'est faire en gros un x2,5 sur une année qui est quand même sacrément baissière. En 2018, enfin, ça c'est 2018, pardon. En 2019, le Bitcoin a fait 85, les alts n'ont fait que 1%, donc les alts n'ont pas bougé. La plupart ont perdu en valeur, certains ont bien performé, mais dans l'ensemble, les alts n'ont pas bougé. La stratégie a fait 39, donc pourquoi? Parce que la stratégie, elle se positionne sur le Bitcoin, mais aussi sur les alts. Et comme il existe un seul Bitcoin, mais des milliers d'alts, ou à la limite des dizaines en tout cas en l'occurrence dans cette stratégie, forcément on est plus exposé aux alts qu'au Bitcoin et donc la stratégie se rapproche quand même pas mal de la performance des alts, mais en faisant quand même beaucoup mieux. En 2020, ça surperforme le Bitcoin et les alts. Vous voyez que le Bitcoin et les alts, les deux performent. Ils ont plus ou moins la même performance. Donc là, le but, c'est de se positionner un peu sur Bitcoin, puis un peu sur les alts et de changer. Donc 425, c'est très bien. Et sur 2021, pareil. En fait, c'est quand c'est en bull market, ça performe très bien. Et en bear market, ça performe moins, mais ça performe quand même. Donc là, sur les 4 premiers mois depuis le début de l'année, le Bitcoin a fait 97. Alors ça s'arrête au mois d'avril. Vous voyez, depuis, le Bitcoin a beaucoup chuté. Donc en réalité, la performance du Bitcoin est plus faible, la performance des alts est plus faible. Et celle de la stratégie, elle a pas sensiblement bougé. Je vais vous détailler les performances de avril et mai en bas. Elle n'a pas sensiblement bougé. Pourquoi? Parce que on est sorti du marché. Donc vous voyez qu'en réalité, elle surperforme quand même énormément sur cette année. Là, vous avez le graphique de performance. Alors, je vous rappelle que la fact sheet, vous pouvez la télécharger dans la documentation. Vous avez un lien, comme ça, vous allez pouvoir lire ça à tête reposée. Moi, je vais un petit peu vite, mais vous allez pouvoir analyser tout ça en détail. Donc là, vous avez l'année 2018, vous voyez, où ça a bien baissé. Ça a énormément baissé sur le Bitcoin et les alts. On retrouve en fait sur le Bitcoin notre fameux moins 71 et sur les alts moins 82. Et la stratégie, elle, vous voyez qu'elle a performé. Vous voyez que ici, on a des phases de baisse. Évidemment, ça perd. Puis après, c'est hors du marché. Mais là, vous voyez que quand le Bitcoin et les alts rebondissent, la stratégie rebondit également. Puis après, les deux perdent en valeur. La strat perd un petit peu moins, mais perd quand même en valeur. Puis, toujours sur le marché baissier, on a des rebonds. La stratégie, elle en profite. Ensuite, ça s'effondre. La stratégie, elle perd un petit peu. Elle prend des trades. C'est que du spot. Donc, si les cryptos perdent un peu en valeur, ça perd en valeur. Puis après, ça remonte sur les phases de hausse, etc. Et ce qui fait que, à la fin de l'année, si on doit faire le bilan, c'est une stratégie qui parfois est montée, descendue. Là, ça a bien pris les rebonds. Et dans l'ensemble, vous voyez que sur le deuxième semestre, ça fait du surplace, c'est monté, c'est descendu, pour terminer sur un beau 167%. Ça, c'est pour les marchés très baissiers pendant 2018. Ensuite, vous avez des marchés, on va dire, haussiers comme le premier semestre 2019. Vous voyez que le Bitcoin et les alts montent. La stratégie, elle suit en fait le Bitcoin et les alts. Donc, c'est top. Puis après, vous avez le deuxième semestre 2019 et le premier trimestre 2020, où là, on a eu le Bitcoin et les alts qui ont baissé. Et ensuite, on a eu la baisse du Corona, la crise sanitaire. Donc là, vous voyez que la stratégie, dans l'ensemble, elle a perdu de la valeur au début, mais beaucoup moins que le Bitcoin et les alts. Et ensuite, quand on a eu le rebond, elle a tout de suite performé. Et quand on a eu le Corona, c'était complètement sorti du marché. Donc, sur les phases de baisse brutale, en fait, ça sort du marché, comme vous le voyez ici. Là, on a une phase brutale, ça sort du marché. Là, on a une phase brutale, ça sort du marché. Là également, ça sort du marché. Et donc là, en l'occurrence, avec le Corona, ça sort également du marché, ou en tout cas, partiellement. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec un système de slot. Donc, c'est jamais 0 ou 1. Ça sort du marché, soit totalement, soit partiellement. Voilà. Donc, ça protège bien le capital. Vous voyez que si on voit entre le début de la période et la fin de la période, on est plus ou moins sur les mêmes niveaux. Alors que le Bitcoin, au début, il était là. Ensuite, il est là, il a bien baissé. Et sur les alts, ça a encore plus baissé.
Et ensuite, tout ce qui est à partir d'avril 2020, depuis maintenant un peu plus d'un an, le Bitcoin monte, les alts montent également et la stratégie, elle monte également. Donc, dans l'ensemble, c'est très, 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 très bien. Alors, je vous laisse lire le texte, hein, je ne vais pas forcément passer du temps dessus. Et là, vous avez les performances détaillées mensuellement. Donc, vous avez les performances sur l'année 2018-2019 et en bas, vous avez 2020 et début 2021. Alors, ce qu'il faut en retenir de ça, c'est que vous avez des mois qui sont évidemment baissiers. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lorsque vous prenez une stratégie comme ça, il ne faut pas, et c'est impossible, comme je vous l'ai dit, c'est impossible d'avoir une stratégie tout le temps gagnante. Si vous voulez une stratégie qui vous génère chaque mois 5 ou 10%, au final, si vous prenez sur un an, elle va sous-performer largement une stratégie qui fait peut-être tout le temps plus 2, plus 3, mais une fois plus 60. D'accord? Et la régularité, c'est pas possible sur les cryptos. Même psychologiquement, mentalement, c'est pas possible. Parce que sur des marchés boursiers, à la limite, mais sur les cryptos, quand vous voyez, quand on vous garantit, par exemple, 10% tous les mois, déjà, c'est impossible de garantir une performance. Bon, admettons qu'on garantit 10% tous les mois. Quand le marché va baisser, vous allez être bien content. Mais quand le marché va faire plus 100%, vous allez être dégoûté. Vous allez vous dire, mais le marché a fait plus 100% et moi, j'ai fait que 10%. Donc, le mieux, c'est tout simplement de suivre le marché. Quand le marché il monte, on est exposé. Quand le marché il décline, on essaye de sortir. Donc, vous avez des mois baissiers. Ça, je vous le disais, hein, on ne fait pas un bilan sur 2 semaines, on fait un bilan sur plusieurs mois. Là, vous voyez, vous avez, par exemple, une personne qui vient ici, en mars 2018, elle se prend un moins 13%. C'est pas bien, c'est pas appréciable. Mais si elle était restée un mois de plus, elle se serait pris un plus 62%. Et là, elle est super contente. Pareil ici, une personne qui rejoint ici va se dire, 0,69 c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Le mois d'après, 1,67 c'est bien, c'est pas beaucoup. Et ensuite, moins 7, moins 7, moins 8. Donc, elle est là depuis 5 mois, elle n'est pas contente. Mais si elle était restée 2 mois de plus, elle se prend un plus 19 et un plus 34. Et pareil par rapport à la V1, ceux qui sont là depuis la V1, regardez, la V1, on l'a lancée en octobre 2020. Les performances sont plus ou moins les mêmes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez un plus 10, plus 23, plus 36, plus 81, plus 75. C'est génial. Ceux qui sont venus en mars, à moins 16. Ceux qui étaient, si la V1 existait en septembre connecté, à moins 22. D'accord? Donc, c'est comme toujours. Ça dépend de quand vous venez. Malheureusement, vous venez ici, vous prenez 5 mois de hausse et c'est génial, vous multipliez votre capital par 5. Vous venez ici, 5 mois de baisse, enfin, quasiment, et vous perdez moins 20% sur votre capital. Mais bon, vous voyez que le ratio il est quand même plus en faveur de la hausse que la baisse. Vous perdez moins 20, mais de l'autre côté, vous faites x5. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, il faut juste faire un bilan sur plusieurs mois, comme toutes les stratégies, comme tous les modes de trading, ou peu importe, c'est toujours la même chose. Parfois, c'est un peu mou, plus 5, plus 9, plus 5. Parfois, vous avez des moins 13, moins 1. Mais les mois de hausse sont quand même intéressants. Vous avez des plus 60, plus 42, plus 80, plus 75. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année, plus 80 en janvier, plus 75 en février. Bon, vous l'avez vu, depuis le début de l'année, les alts ont bien performé. Moins 16 en mars. Pas top, mais on a regagné ça en avril, plus 18. Et là, au mois de mai, plus 2%. Donc, vous voyez que sur le mois de mai, malgré l'effondrement des cryptos, c'est quand même à plus 2. Et là, le mois de juin, le mois de juin, il n'est pas encore terminé. Donc, je vous dirai la performance. Quand le mois sera terminé, il reste encore 10 jours. Donc, ça sera rajouté dans tous les cas à la fact sheet. L'idée à retenir de ce graphique, c'est quoi? C'est que, en moyenne, si vous venez, on va dire dans le pire des cas, sur un mois, vous voyez, vous avez moins 22, moins 22. En moyenne, vous prenez moins 13. Vous voyez ici, vous avez moins 13, moins 13, moins 13, moins 12. On va dire que c'est la moyenne des mois. Donc, vous savez à quoi vous attendre avec la V2. Au mois de juillet, vous allez peut-être faire moins 13% sur votre capital. Peut-être vous allez faire moins 22. Peut-être que vous allez faire plus 80, plus 75 ou plus 60. Ou bien ça va être un mois un peu mou où vous allez faire plus 1 ou peut-être moins 2, peut-être plus 1, plus 2 ou ici plus 2. Vous voyez? Donc ça va vraiment dépendre. Le but, comme toujours, c'est de faire le bilan à long terme. Et à long terme, le graphique ici, il parle de lui-même, sachant que c'est une échelle qui est logarithmique, c'est pas une échelle qui est linéaire. Vous voyez que même avec l'échelle logarithmique, ça monte. Alors imaginez l'échelle linéaire, ça monte de manière exponentielle. Donc l'idée, c'est comme toujours, c'est de faire le bilan sur le long terme. Et donc, si on doit faire un bilan sur le long terme depuis janvier 2018,
cette stratégie sur l'équivalent de 3 ans et demi, donc 2018, 2019, 2020 et le début de 2021, elle a fait environ un fois 60. Donc, c'est quand même excellent de faire fois 60 dessus. Alors, je réfléchis si j'ai rien oublié dessus. Alors, pourquoi elle fait une performance aussi intéressante? C'est parce que, évidemment, on limite les baisses et on rachète plus cher, beaucoup plus en bas. Vous voyez que le Bitcoin, sur la même intervalle de temps, le Bitcoin, en janvier 2018, souvenez-vous, il valait grosso modo 15 000 dollars. Bon, aujourd'hui, il vaut grosso modo 30 000 dollars. Il a fait un x2. Si on regarde ici et qu'on s'arrête au mois d'avril, bon, il a fait un x3, x4, x5. Et vous voyez, c'est quand même faible. Pareil par rapport aux alts, parce qu'en fait, ça descend énormément, ça remonte. Alors que vous comparez un x60 par rapport ici à un x5, on va dire au mieux, il y a quand même une grosse différence. Mais encore une fois, il faut être patient. Vous voyez que si on fait le bilan sur les 2-3 premiers mois, c'est pas forcément intéressant. Je descends un petit peu plus pour vous présenter. Alors, je passe vite sur le chat, voir si tout est OK, mais je pense que oui. Oui, tout est OK. Alors, je n'avais pas vu que j'ai toujours ce message qui est affiché ici, donc je vais juste, hop là, le supprimer. Alors là, pareil, le texte, je vous laisserai lire. Ici, vous avez la répartition annuelle du portefeuille. C'est en gros, est-ce que le portefeuille à un instant T, il a plus de chances d'être en stablecoin, en Bitcoin ou en alt? Donc, vous voyez que sur 2018, c'est un marché plutôt baissier. Donc, le portefeuille, la plupart du temps, en fait, la moitié du temps, il est en stablecoin, un petit peu en Bitcoin et un petit peu en alt. 2019, c'était une année plutôt haussière. Vous voyez que la pondération de stablecoin a pas mal diminué et c'était plutôt haussière sur le Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin, on a augmenté sa pondération de 10%. Et sa présence dans le portefeuille, c'est pas vraiment une pondération, c'est le temps pendant lequel il a été dans le portefeuille. Et les alts, pareil, ça a monté un petit peu. En 2020, les stablecoins, c'était une année qui était plutôt haussière, pareil, 2020. Donc, stablecoins ont encore diminué. Le Bitcoin a légèrement diminué. Par contre, on était beaucoup plus sur les alts. Et pareil sur 2021, parce que les alts ont très bien performé. Donc, c'était majoritairement sur les alts, un peu moins sur le Bitcoin et sensiblement identique sur les stablecoins. Donc, voilà un petit peu pour ça. Tout ça pour vous dire que si on part sur un marché baissier, ne soyez pas surpris d'être sur du stablecoin dans votre portefeuille. On est sur des stablecoins, vous le voyez depuis maintenant plusieurs semaines sur la V1. Mais encore une fois, retenez bien que ne pas trader, c'est aussi trader. Et c'est important de le savoir, de savoir qu'on protège son capital en fait lorsque on ne trade pas. Donc, vous avez ici 51% de stablecoin. On peut se dire, pourquoi pas, que sur l'année 2021, étant donné que le marché a bien poussé, peut-être qu'en juillet et août, on sera uniquement en stablecoin. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'à côté, le marché il est en train de baisser et qu'il a perdu 50% et on est bien content d'être en stablecoin. Vous avez ensuite quelques statistiques ici. Donc, en moyenne, le gain moyen par trade, il est 3%. Donc, dès qu'on prend un trade et qu'on clôture en moyenne, c'est de 3. Alors, attention, c'est une moyenne. C'est-à-dire que parfois, on clôture à moins 1%. Je voyais des questions tout à l'heure qui circulaient par rapport au REN. Oui, mais le REN, parfois, on peut le prendre, on peut le revendre. C'est pas grave. Il a fait peut-être moins 0,5, moins 1%. Mais à côté, il y aura peut-être un trade qui va faire plus 20. Et quand vous comparez 10 trades à moins 1 et un trade à plus 10, vous voyez que on affiche peut-être ici 0, 1, 2, 3, peu importe le chiffre qui est affiché ici. Ça ne veut pas dire que la plupart des trades, en fait, sont aux alentours de 3%. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être à plus 50% et d'autres qui vont être à moins 10. C'est vraiment une moyenne. Alors qu'en moyenne, un trade aura rapporté plus 3%. Et ce qui est plus intéressant, c'est le gain médian. Gain médian, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la moitié des trades vont générer une performance supérieure à moins 0,78 et la moitié inférieure. Alors qu'en fait, ne soyez pas surpris que plus de la moitié des trades aient une performance négative, enfin un gain négatif. C'est normal. C'est comme ça, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos pour ceux qui nous suivent depuis des années. Le taux de réussite ne veut rien dire. Le taux de réussite, avoir un taux de réussite de 90%, ça ne veut rien dire. Ce qui compte aussi derrière, c'est d'autres statistiques. Donc, si vous avez un taux de réussite de 90%, mais que vous avez, par exemple, un ratio risk-reward beaucoup moins intéressant, je dis n'importe quoi, vous risquez 10 pour gagner 1, au final, vous êtes perdant dans votre stratégie. Vaut mieux, par exemple, avoir un taux de réussite de 40% et lorsque vous gagnez 2 fois plus que ce que vous perdez. Et là, vous êtes largement gagnant. D'accord? Donc, là, ce qu'il faut en retenir de cette statistique, c'est peut-être la plus importante, c'est que plus de la moitié des trades vont générer une performance négative.
Alors, la performance négative, c'est peut-être juste moins 0,1, moins 0,2, parce que les trades vont être clôturés vite. Ça peut être moins 10, mais peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que moins de la moitié des trades vont générer une performance positive, mais cette performance, elle peut être de plus 10, plus 20, plus 30, plus 50. Et c'est ce qui cause cette belle courbe de hausse. D'accord? Vous avez ensuite la durée moyenne des trades. Donc, en moyenne, les trades vont durer 4 jours. Je rappelle que c'est une moyenne. Et enfin, la durée médiane des trades, 2 jours. C'est-à-dire que la moitié des trades vont durer plus de 2 jours, la moitié moins de 2 jours. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que la V1. C'est-à-dire que dès qu'on prend un trade, vous avez une chance sur deux que le trade, on le garde plus de 2 jours. Une chance sur deux qu'on le referme dans les 2 jours qui suivent. Voilà pour ces statistiques-là. Alors, cette fact sheet, on l'a simplifiée. Il y avait d'autres données avant pour ceux qui étaient dans le Discord, notamment avec les premiers quartiles, les troisièmes quartiles, des trucs beaucoup plus mathématiques. Au final, on s'est rendu compte que c'était beaucoup moins accessible à, on va dire, à un peu monsieur tout le monde. Et donc, on a supprimé tout ça pour rester sur des données, on va dire, relativement compréhensibles par un maximum de personnes. Et je pense que là, on a atteint quand même un juste milieu qui est vraiment pas mal. En tout cas, moi, qui me convient. Vous avez le taux de réussite ici. Donc, vous voyez, le taux de réussite, c'est de 42,7%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, un trade sur deux, enfin, plus d'un trade sur deux est perdant. C'est ce qu'on retrouve ici avec le gain médian qui est négatif. Les deux se rejoignent. Donc, le taux de réussite, il est inférieur à 50%. Mais c'est pas grave parce que si vous gagnez 2, 3, 4, 5 fois plus que ce que vous perdez, tant mieux. Vous allez être un gain. Vous avez également le drawdown maximum. Donc, le drawdown maximum, il est 36%. Donc, ne soyez pas surpris qu'à un moment donné, votre portefeuille, si vous rentrez au pire moment, ils sont à moins 36. Alors, si vous rentrez, par exemple, ici, il ne sera pas à moins 36, d'accord? Il sera beaucoup moins. Il sera à moins 16. Par contre, si vous rentrez dans le pire moment, admettons par exemple ici ou ici, là, ce n'est pas forcément illustré parce que c'est des données mensuelles et pas forcément journalières, mais admettons par exemple ici, vous prenez une perte ici, voilà, vous êtes à moins 20, on va dire que le janvier 2020, vous avez commencé à moins 15 et ça reclôture à plus 19. Là, vous avez une perte de moins 36. Ce qui est clairement dans un très bon drawdown. Hein. Il ne faut pas viser des drawdowns de 10-15%, ça n'existe pas. Les cryptos sont beaucoup trop volatiles, ils peuvent perdre 10% une journée. Ça, à la limite, dans les marchés traditionnels. Mais sur les cryptos, être dans un drawdown de l'ordre de grandeur, dans un ordre de grandeur entre moins 30 et moins 40, c'est très bien. Au-delà de 40, 45, ça commence à faire. Au-delà de 50, c'est beaucoup. Entre 30 et 40, c'est très bien. Sachant que c'est le max drawdown, hein, c'est le pire des cas. Ça ne veut pas dire que c'est ce que va faire votre portefeuille. Là, c'est vraiment si vous rentrez dans le pire moment. En général, c'est peut-être, on va tourner peut-être à un moins 20 ou un moins 25, on va dire, la plupart du temps. Donc voilà par rapport à cette fact sheet. Après, bon, je vous laisserai lire toutes ces données-là. Évidemment, il y aura le disclaimer à lire. Et voilà. Alors, je repasse maintenant sur vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Alors, quand on est en stablecoin comme aujourd'hui sur de longues périodes, prévoyez-vous d'épargner ces stablecoins? Alors, Arnaud, c'est une bonne question. C'est également une question à laquelle on a réfléchi et on a finalement conclu que ce n'était pas forcément l'état actuel des choses intéressant. Pourquoi? Parce que quand le marché il est haussier, les rendements sur les stablecoins augmentent. Et là, ça vaut le coup d'épargner. Tu gagnes 20, 30, 40% à l'année. Quand le marché, quand nous, on est en stablecoin, c'est-à-dire que le marché il est baissier. Mais quand le marché il est baissier, les rendements sur les stablecoins, en tout cas sur les plateformes d'échange comme actuellement FTX, sont de l'ordre de 1% à l'année. Et encore, des fois, ça descend même à 0,5. Donc, quand tu gagnes 1% à l'année, on va dire qu'on reste en stablecoin un mois, en fait, tu vas grappiller un petit pourcentage. Donc, si c'est pour grappiller moins de 0,1%, sur un mois, c'est juste prendre un risque d'aller prêter ces stablecoins, de pas d'attendre pour les récupérer, de rater le coche. Voilà, c'est pas du tout intéressant. Si les rendements se maintenaient à 30-40%, là, clairement, mais j'y crois pas une seconde. Donc, malheureusement, en tout cas, en l'état actuel des choses, on a écarté cette possibilité-là. Maintenant, on ne s'interdit pas s'il y a des solutions qui se développent, si on trouve que c'est pertinent dans les mois à venir de proposer ça. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a étudié et qui, pour l'instant, n'a pas été du tout concluant. Alors, quel est le niveau de sécurité d'FTX pour des capitaux aussi conséquents maintenant et encore plus à l'avenir?
Après, le niveau de sécurité de FTX et JMC, tout est relatif. Après, il faut leur demander, hein. Pour moi, FTX, c'est la plateforme aujourd'hui qui est la plus fiable, selon moi, la plus sérieuse. C'est là où il y a les pros, c'est là où il y a les gens qui ont beaucoup d'argent utilisent. FTX, enfin, si on compare à Binance, Binance, c'est un peu pour les, euh, enfin, en fait, il faut aussi regarder les gens qui vous parlent de Binance et FTX. C'est simple. En fait, ceux qui vous parlent de Binance, bah, en général, c'est pour l'affiliation. En général, c'est une plateforme pour débutants. C'est un peu comme Coinbase à l'époque. Ce qui, attention, Coinbase est une plateforme solide, reconnue, ultra reconnue. C'est juste pour vous situer un petit peu le niveau de sécurité et le niveau de fiabilité que j'ai, moi, en tout cas, par rapport à ça. FTX, là, il y en a de plus en plus, mais en général, et en tout cas l'année dernière ou même l'année d'avant, quasiment personne en fait vous parlait d'FTX. Tout le monde vous parlait de Binance et de Coinbase. Donc moi déjà ça me met beaucoup la puce à l'oreille de savoir où sont les gens. Quand une personne parle, enfin et aussi qui parle de la plateforme. Quand je vois un peu n'importe qui parler de Binance, c'est une très bonne plateforme, Binance, mais ça m'attire pas. C'est comme toujours, hein, c'est ce que je peux vous dire dans les coachings. Quand n'importe qui parle d'un projet, en général, j'ai tendance à pas investir dessus. Quand les gens commencent à parler tous de la même chose, en général, c'est là où je pars. FTX, c'est un raisonnement que je ne devrais pas forcément appliquer aux plateformes d'échange, mais que je me permets d'appliquer. Et pour moi, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui me parlent d'FTX, où je vois les gens parler d'FTX, c'est des gens qui sont connus et reconnus, c'est des gens qui sont fiables, c'est souvent des gens sérieux. Vous regardez sur Twitter, c'est ceux qui ont des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés. Binance, en fait, tout le monde en parle. Donc après, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la régulation, il me semble que FTX respecte une régulation américaine, alors que Binance, je ne sais même pas si c'est chinois, maltais, ils changent tout le temps leur siège social. Donc voilà, après, honnêtement, c'est pas une question que j'ai creusé en profondeur le niveau de sécurité des plateformes. Je sais que pour moi, FTX, c'est la plus fiable, c'est la plus intéressante et c'est là où derrière, il y a les meilleurs développeurs, c'est là où ils sont les plus compétents. Maintenant, si on compare à Binance, Binance, c'est très bien aussi. Si on compare à Coinbase, Coinbase, c'est très bien aussi. Maintenant, si on compare à d'autres plateformes d'échange moins solides, pas plus connues, mais dont les gens parlent, mais qui sont que je mentionne pas, en général, le niveau de sécurité est plus moins intéressant. Après, moi, j'utilise. Après, le niveau de sécurité est plus ou moins le même entre Binance, Coinbase et FTX, selon moi. Ce pourquoi j'utilise FTX, c'est surtout pour toutes les fonctionnalités que j'ai pu vous donner par rapport depuis le début de ce live, et aussi par rapport à l'ergonomie. FTX, je trouve ça beaucoup plus ergonomique. Leur application mobile est super bien faite. Leur site est super bien fait. Quand il y a des problèmes de serveur sur les plateformes, FTX est toujours épargné. Donc voilà. Après, je réponds pas vraiment à ta question, mais pour moi, le niveau de sécurité est plus ou moins le même sur les trois grosses plateformes. Il me semble d'ailleurs qu'il y a des fonds de, de sécurité derrière s'il y a un problème, s'ils sont hackés ou quoi que ce soit pour rembourser les clients. Maintenant, il faut juste, comme toujours, hein, en général, le problème de sécurité ne vient pas de la plateforme en elle-même, ça vient de l'utilisateur. C'est l'utilisateur, est-ce qu'il a activé le 2FA, est-ce qu'il a mis un mot de passe compliqué, est-ce qu'il a laissé traîner ses identifiants un petit peu partout. La plupart du temps, ça vient quand même de l'utilisateur plus que de la plateforme. Après, il y a toujours la possibilité, évidemment, de diversifier, de mettre un petit peu de fonds sur FTX, un petit peu sur Binance, un petit peu sur Coinbase, etc. La diversification s'applique également aux plateformes d'échange. Alors, je vois beaucoup de questions du type est-ce qu'on prévoit de rajouter ça, est-ce qu'on va faire ça ou ça. En fait, je voulais présenter la roadmap il y a quelques instants. Donc, le plus gros est dans la roadmap. Alors, la roadmap, plus on avance, plus elle est détaillée. Vous l'avez vu, par exemple, au début, le deuxième trimestre, pardon, n'était pas très détaillé. Là, on a rajouté en fonction de ce qu'on fait. Là, sur le troisième trimestre, c'est pareil. Il est détaillé, mais pas énormément, et on va rajouter de plus en plus. Mais grosso modo, je vous ai présenté ce qui est prévu jusqu'à la fin de l'année. Et là, il y en a pour des semaines et des mois de développement. Donc, avant de proposer d'autres stratégies ou quoi que ce soit, parce que là, je vois des questions du type est-ce qu'on va proposer des stratégies en H1, est-ce qu'on va proposer des stratégies Ether Bitcoin? Attendez, la V2, elle est même pas encore sortie. Il faudrait que la V2, tout le monde l'ait d'ici fin juillet, et ensuite on verra ce qu'on fait. Mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, je suis tout juste en train de vous présenter la V2, vous me parlez déjà d'une V3.
Alors, le renouvellement de l'abonnement est automatique. Vous envoyez un mail quelques jours avant pour avertir. Alors, si c'est un paiement par carte bancaire ou PayPal, le renouvellement est automatique et l'email, il y a un email envoyé quelques jours avant pour avertir normalement. Mais j'ai eu un email d'une personne avec qui je discute il y a quelques semaines qui m'avait dit que il semblerait qu'il n'ait pas reçu l'email et que les emails ne s'envoient pas. Donc, je ne sais pas si certains peuvent confirmer. Normalement, nous, on l'a configuré pour que vous soyez averti. Après, si vous ne recevez pas l'email, c'est soit que ça arrive dans les spams, soit que c'est un problème de la solution qu'on utilise pour gérer les paiements, qui n'envoie pas les emails malheureusement. Ça, après, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, on a tout activé, en tout cas de notre côté. Alors, l'avenir est peut-être moins fructifiant si le Bitcoin s'alourdit. Il y a encore de grosses belles années, tu penses, où la réglementation et l'adoption vont-ils pas ralentir la volatilité? Non, je pense pas, hein. Ça, c'est souvent une question blondinche que les gens se posent. Est-ce que la volatilité va diminuer? Mais regarde sur le mois de mai, la volatilité sur le mois de mai sur le Bitcoin, elle a été historique. Le Bitcoin n'a jamais en un mois baissé autant. Donc, et ça date seulement du mois dernier. Je ne parle même pas de 3 ans en arrière. Donc, la volatilité, au contraire, là, moi, ce que je vois, c'est qu'elle est toujours aussi élevée, voire elle est même plus élevée. Après, il y a toujours des phases comme ça où il y a des phases de grosse volatilité, puis, comme depuis 2 semaines, ça stagne, puis de regrosse volatilité, puis ça restagne. Donc, c'est non. Et pareil pour la réglementation. La réglementation, ça dépend du pays. Par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé avec Salvador. C'est à contrario de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, il y a des pays qui vont réglementer ça bien, il y a des pays qui vont pas du tout réglementer. Enfin, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous, hein. Après, la réglementation, elle arrivera à un moment donné, il faudra pas se leurrer, mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Et même, en fait, la réglementation n'est pas liée à la volatilité. C'est pas parce que ça va être réglementé que ça sera moins volatile. Les marchés traditionnels sont réglementés, pour autant ils sont volatiles. Après, tout dépend de la notion qu'on donne à volatilité. Est-ce qu'une grosse volatilité, c'est plus ou moins 10%, plus ou moins 30%? Ça dépend du marché où on est, ça dépend de la définition qu'on se donne. Mais la volatilité, en fait, c'est pas la réglementation ne peut pas réglementer la volatilité. Y a-t-il une assurance sur FTX pour les hacks? Normalement, oui, il me semble, hein. Après, il faut regarder dans les détails. J'ai pas regardé plus dans les détails, hein, honnêtement. Euh, mais il me semble que, en effet, il y a un fonds d'assurance. Aujourd'hui, la plupart des plateformes d'échange, de toute façon, ont un fonds d'assurance. Même la plupart des protocoles DeFi, aujourd'hui, ont un fonds d'assurance. Donc, je dirais quand même, il y a 99% de chances que FTX en ait. Mais il me semble, hein, franchement, si je dis pas de bêtises, j'ai juste un doute, mais je suis quasiment sûr qu'ils en ont un. À partir de combien conseilles-tu de passer d'un abonnement starter de 10K à un abonnement pro VIP, par exemple? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de est-ce que c'est uniquement pour une raison de capital? Est-ce que ça dépend aussi des accès que tu veux? Est-ce que si tu passes VIP, tu as accès au coaching, tu as accès au Discord, tu peux discuter avec les autres, donc ça dépend aussi de ce que tu veux. C'est pas uniquement un problème de limitation de capital qui se pose là. Après, quand il y a un abonnement qui est limité à 10K, en fait, il ne faut pas que vous connectiez 10K. Sinon, ça va limiter les gains. En fait, quand un abonnement est limité à 10K, ça veut dire qu'il faut peut-être que vous connectiez 5K, 6 ou 7, et comme ça, vous laissez le capital s'exprimer. Parce que si vous connectez 10K et que le portefeuille augmente, mais il sera toujours capé à 10K. Donc, en fait, votre performance, elle sera plus petite que la performance réelle. Ça, c'est un petit peu le problème. Après, je sais, hein, il y a un abonnement à payer, il y a des frais à payer, c'est jamais agréable. Maintenant, je pense que vous le savez, hein, derrière, on paye des frais monstrueux de structure, de développement, donc faut bien que les devs se paient, que les graphistes se paient et tout un tas de choses, hein. Ça, je pense, de toute façon, vous le savez. Alors, je reviens sur la modif ou renouvellement d'abonnement. En suivant le lien de la FAQ, on tombe sur la page d'inscription
actuelle, donc plus les tarifs auxquels on a souscrit, comment procéder. Bah, si tu as souscrit par carte bancaire ou PayPal, ça se renouvelle automatiquement, comme je l'ai dit. Si par contre, c'est en crypto ou virement bancaire, bah, il n'y a pas d'autre choix. Bah, soit tu t'arrêtes, soit il faut upgrader l'abonnement. Mais la formule d'avant n'est pas dispo, n'est plus dispo. Alors, est-il possible que sur un an, nous soyons perdants en partant du principe qu'on paye un abonnement de 1 000 € par an pour l'offre starter? Euh, En fait, ça, il faut lire le disclaimer qui est en bas. C'est-à-dire que tout est possible. Je lis pas l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qu'on vous propose qui a fait ses preuves et qui est géniale. Maintenant, oui, c'est possible. Après, historiquement, si vous regardez les backtests, bon, toutes les années ont été positives, mais je peux pas vous garantir que, enfin, personne peut vous le garantir. Après, personne peut vous garantir que un an, vous allez forcément être en gain. Euh, au- à la limite, un mois, je peux comprendre. Au bout d'un mois, oui, il est très fort probable que vous soyez soit en gain, soit en perte. Au bout d'un an, c'est peu probable que soyez, c'est très très peu probable que vous soyez en perte. Maintenant, tout est possible, hein. La probabilité est extrêmement mince, mais elle existe. Je ne peux pas vous garantir que vous serez forcément en gain. C'est impossible, ça serait vous mentir que de vous garantir ça. Je ne lis pas à l'avenir. FTX est plus pro. Alors, j'avais pas mis en avant la question qui était posée avant, je la mets juste au cas où. Hop, et je passe à la suivante. FTX est plus pro et plus solide en bull run, donc moins de bugs, tout à fait, mais le volume est inférieur à Binance. Du coup, n'allez-vous pas vous confronter à des problèmes de liquidité au vu de vos volumes? Alors, Harold, c'est vrai, mais sauf que c'est pour ça déjà qu'on résout ce problème de volume avec les ordres limites. C'est également pour ça que on fait un déblocage par formule, c'est-à-dire que là, ce qu'on a prévu, c'est d'abord Platinum, puis VIP+, puis VIP, etc. Une fois par semaine. Si on voit qu'au moment où on arrive sur les membres pro, il y a un problème, bon, bah, on décalera peut-être d'une semaine ou deux, je pense pas, mais on ne sait jamais, pour trouver une meilleure solution. Mais là, on limite quand même énormément en envoyant les ordres en limite, en restant sur les cryptos les plus liquides. Et après, au niveau des volumes qu'on a, on n'a pas non plus des milliards. Alors, peut-être qu'à un moment donné, dans quelques années, ça arrivera, j'espère, mais pour le moment, on n'est pas du tout de l'ordre du milliard. Donc, il y a largement le temps. Franchement, il y a largement le temps. Après, c'est sûr que sur les cryptos du top, on va dire du top 20, top 30, là, on l'a remarqué avec la V1, on commence à être très, très just, hein. Donc c'est vous dire. Maintenant, si on reste sur les grosses cryptos, Bitcoin, Ether, XRP, BNB, FTT, etc., ça va. En fait, on a déjà une liste qui est plus ou moins définie, mais ça, pareil, je vous laisserai lire le texte sur la fact sheet. Il me semble qu'il y a un paragraphe qui parle justement de ça. Afin de diluer le risque, n'aurait-il pas été intéressant de diversifier les plateformes et la possibilité de faire travailler votre solution sur plusieurs plateformes? Alors, c'est déjà le cas, Olivier. On est disponible sur FTX et sur Binance. Maintenant, c'est comme toujours, le risque il est limité. Là, on n'est pas en train de parler de deux plateformes inconnues au bataillon. C'est quand même FTX et Binance. Donc, les risques sont quand même très, très, très limités. Euh, Après, à trop vouloir diversifier, on s'y perd et nous, ça nous demande plus de temps de dev. Donc, non, ça, après, toutes ces questions-là, là, je vous réponds en 10 secondes. Mais sachez que toutes ces questions-là, on les a étudiées longuement, on a pesé le pour et le contre, et on en a discuté à plusieurs. Donc, si on est arrivé aujourd'hui à ce qu'on vous propose, à ces conclusions-là et à ces fonctionnalités-là, vous inquiétez pas que ça a été bien mûrement réfléchi et que c'est pas une décision qui a été prise en 10 minutes. Alors, pour toutes les questions de renouvellement, contactez le support client, parce que là, vous me posez des questions, mais il y a un support client pour ça, et je pense que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, contactez le support client, il vous répondra bien mieux que moi. Alors, la réglementation en France, notamment niveau taxes impôts, donc tu dis encore un peu de temps, donc on est bien d'accord qu'on mange notre pain blanc en ce moment. Bah, ça dépend après ce que tu fais. C'est vrai qu'en ce moment, après, ça dépend des pays. En France, bon, la réglementation, on ne peut pas dire qu'elle est souple, hein. Il y a des pays quand même qui sont beaucoup plus souples que la France. Donc, après, ça, c'est à chacun, en fonction de où il vit, de son patrimoine, de s'il est occasionnel ou habituel, etc., de voir avec un fiscaliste.
En fin de live, vas-tu faire une petite analyse du Bitcoin? C'est ce qui était marqué dans le mail. Alors, j'avais prévu initialement de le faire, mais je ne vais pas le faire tout simplement parce que ce live-là, il va être visionné en replay et il sera peut-être également uploadé sur YouTube ou envoyé par email ou quoi que ce soit. Et si je le fais et si je l'envoie dans une semaine, 2 semaines, l'analyse va être complètement périmée. Donc, ça va juste en fait dissuader les gens de regarder un live qui dure un quart d'heure de plus pour rien euh, et l'analyse, de toute façon, elle est simple. En ce moment, le Bitcoin, il range. Donc, c'est la même que mardi dernier. Et vous aurez une autre analyse dans 2 jours, mardi prochain. Donc, voilà. Vous aurez déjà les analyses en temps réel. Mais le Bitcoin, il range. Donc, pour le moment, rien à faire. Sous les 30 000 dollars, ça sent pas bon. Et au-dessus des 40 000, ça sent bon. Mais rien à dire de plus. On range. Donc, RS. Alors, une présentation un jour de l'équipe derrière TDC, c'est pas spécialement prévu, Gabi, dans le sens où certaines personnes dans l'équipe TDC, au sens large, hein, que ce soit les développeurs, les graphistes, les fondateurs, tous ceux support clients, tous ceux qui bossent de près ou de loin, bah, certains veulent être anonymes et n'ont pas spécialement envie, tu vois, qu'on parle d'eux, qu'ils soient connus. Il y en a qui aiment bien être discrets. Hein. Moi, le premier, vous le voyez, je mets jamais ma tête dans les vidéos, j'essaie de rester discret, même si je vous réponds parfois à certaines questions personnelles dans les Discord, dans les lives, mais j'essaie quand même de garder un maximum de vie privée. Certains sont beaucoup plus à l'aise par rapport à la vie privée, d'être connus, qui aiment bien être connus. Moi, c'est pas du tout le cas. Et beaucoup de personnes dans l'équipe TDC ne veulent pas non plus. Donc, si c'est pour présenter 3 personnes, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est pas spécialement prévu. Après, ouais, bon, je peux répondre à certaines questions en particulier à la limite, mais me présenter chacun individuellement, non, c'est pas prévu. Donc, écoutez, là, ça fait quand même plus d'1 heure et demie. On va mettre un terme à ce live. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions récurrentes. On va essayer de s'arrêter là pour que ce soit quand même digeste, puisque voilà, au final, là, vous n'étiez pas si nombreux que ça. Bon, là, vous étiez un peu plus d'une centaine à être en live. En réalité, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui vont le regarder en replay. Donc, j'ai pas envie que le live dure trop longtemps. Je pense que 1 heure et demie, c'est digeste. Ça permet d'avoir fait le tour de toutes les questions. En tout cas, j'espère que j'y ai répondu. Si vous avez encore des questions ou si vous êtes arrivé en plein milieu du live, bah, n'hésitez pas à regarder le replay, à regarder depuis le début, ou bien à poser vos questions si vous êtes dans le Discord, ou bien à poser vos questions par email, on vous répondra. Et écoutez, vous allez de toute façon être notifié au fur et à mesure de ce qu'on vous fait au niveau de la V2. Et vous allez recevoir des notifications lorsque les Platinium auront accès à la V2, lorsqu'on aura des nouvelles fonctionnalités. On essaiera de vous tenir au courant pour les grosses étapes au fur et à mesure. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très bientôt sur YouTube mardi prochain pour un nouveau coaching si vous êtes sur Discord dans les prochains jours, sinon dimanche dans 2 semaines. Excellente soirée à tous et à très bientôt.